Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici donc, à AgroParisTech. Donc AgroParisTech, vous savez que c'est la grande école d'agronomie, c'est le regroupement de 3 écoles en fait, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, c'est l'École nationale des sciences des industries agroalimentaires et c'est l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts qui se sont fusionnés dans un seul et même établissement qui porte le nom d'AgroParisTech et qui a le plaisir aujourd'hui donc de vous accueillir vous. C'est la Fondation Nicolas Hulot donc, qui organise l'événement dans le cadre d'une campagne donc, qui s'appelle I Feel Good, où vous pouvez traduire Je me sens bien, et qui porte un petit peu à la veille donc de la réforme de la politique agricole commune, une campagne qui porte pas seulement sur la politique agricole commune, mais sur les modèles d'agriculture qu'il conviendrait de promouvoir dans nos contrées. Et dans ce cadre de cette campagne, la Fondation pour la nature et l'homme organise les rencontres de l'agriculture, notamment dans les 5 plus grandes écoles d'agronomie de France. Une première rencontre a eu lieu à Rennes et qui portait sur l'agroécologie. Une deuxième rencontre a eu lieu à Nancy sur le thème de la compétitivité et la sécurité alimentaire. La troisième, donc aujourd'hui, ici même, AgroParisTech, va porter sur la question donc, des semences, en s'interrogeant sur les enjeux donc, pour notre alimentation, pour notre assiette, pour l'environnement, pour l'avenir de l'agriculture. Alors vont intervenir pour éclairer un petit peu le débat de tout à l'heure, Pierre-Henri Gouillon, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est donc professeur ici à AgroParisTech, professeur au Muséum d'Histoire naturelle et à Sciences Po, Isabelle Gaudringer, qui est donc chercheuse à l'INRA et qui travaille en matière de sélection génétique et sélection participative, je ne me trompe pas, on peut dire ça comme ça, et Guy Kessler, donc, qui représente le réseau Semences Paysannes. Alors, après ces éclairages, il y aura un petit film qui va vous être présenté sur l'agriculture intensive, qui n'est pas mal fait du tout, je vous le dis tout de suite, et vous aurez le temps donc de préparer un petit peu vos questions. On va essayer de récolter les questions par écrit, de les regrouper pour qu'il n'y ait pas d'abord pas perdre trop de temps, éviter qu'il y ait des gens qui soient un peu sans pouvoir poser leurs questions. On les regroupera et on mènera ensuite le débat. Donc vous avez reçu en entrant, je crois, ce petit document dans lequel il y a un petit papier qui est précisément destiné à poser vos questions. On récoltera les questions au cours des conférences. Et il vous est aussi permis de voir, je ne sais pas si vous avez vu, que le document qui vous a été remis se termine par une pétition, I Feel Good. Vous pourrez, si vous en êtes d'accord bien sûr, signer cette pétition. Vous pouvez le faire éventuellement via Internet, mais vous pouvez le faire d'ores et déjà aujourd'hui avec ce petit papier et le remettre aux organisateurs. Et pour introduire donc ce débat, je vais d'abord donner la parole à Nicolas Hulot, président donc de la Fondation pour la nature et l'homme. Parlez près du micro. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. C'est rassurant de voir quand même qu'il y a quelques personnes qui peuvent consacrer une petite partie de leur soirée à la veille d'un week-end à un sujet qui n'est pas forcément un sujet passionnant, mais pourtant il l'est. Je commencerai juste cette introduction. Moi je rappelle qu'ici je suis le seul qui ne soit pas un spécialiste, mais je représente un peu les citoyens, parce que c'est quand même un sujet qui nous concerne tous. Et je commence juste pour dire combien le sujet est important, par un chiffre. Il meurt à peu près un enfant tous les 15 secondes dans le monde de malnutrition ou des conséquences de la malnutrition. Et le deuxième chiffre que je mets en opposition, c'est qu'on produit chaque année 330 kilos de céréales par habitant, alors que, selon les estimations de la FAO, 220 kilos seraient largement suffisants pour nourrir 9 milliards d'individus. Donc simplement dans ce contraste, et si j'ajoute qu'il y a à peu près 37 millions de personnes qui meurent aussi des conséquences de la malnutrition, d'un côté on surproduit, et de l'autre côté il y a des millions de personnes qui en meurent. Donc on voit bien qu'il y a là, dans cette équation, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors je ne veux pas forcer dans ces chiffres qui sont évidemment tragiques et imaginer que la solution à ce paradoxe-là est très simple. Mais c'est simplement pour vous dire que le secteur de l'agriculture, ce n'est pas un secteur comme un autre.
c'est pas un domaine d'intérêt comme un autre. D'abord, ça dépend du vivant et ça produit du vivant. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. Nous n'avons ni ici en France ni en Europe assuré notre souveraineté alimentaire. Nous vivons dans une forme d'illusion et il y a un certain nombre d'événements qui pourraient menacer notre alimentation, notre capacité à nourrir nos concitoyens. D'autant plus quand depuis 2008, les spéculateurs ont migré assez brutalement de la spéculation financière à la spéculation sur les matières premières, et notamment sur les matières agricoles. Voilà, donc il faut savoir que c'est un système délicat, que c'est un sujet important, c'est un sujet d'autant plus important et que c'est la raison pour laquelle nous engageons une réflexion avec les citoyens, et c'est bien l'objet de cette rencontre, comme nous en ferons d'autres en France, c'est qu'on pense que les réflexions, les projections ne peuvent pas se faire en catimini, ou à l'ombre ou à l'écart des citoyens, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y va de notre survie, il y va de notre santé, mais je dirais plus trivialement, il y va aussi de notre porte-monnaie. Et dans un contexte économique que chacun peut mesurer chaque jour comme étant pour le moins délicat et tendu, je pense que les citoyens ont quand même leur mot à dire sur l'affectation que l'on fait des milliards d'euros. Il en est pour la France de 13 milliards d'euros et pour l'Europe de 50 milliards d'euros, qui est l'argent de la politique agricole commune. Donc comme vous le savez, on est à un moment très particulier, puisqu'on est à un moment où les 25 États de la communauté européenne sont en train de redéfinir la politique agricole commune. Le budget a été dans sa globalité maintenu, mais 50 milliards à l'échelle européenne, c'est quand même pas rien. Et donc je pense qu'il est normal que les citoyens puissent infléchir, ou en tout cas participer aux grandes orientations qui permettront d'être atteintes en conditionnant évidemment les milliards d'euros qui seront à disposition de la politique agricole commune sur certaines pratiques. Je dis ça parce qu'il y a aussi des chiffres que nous n'avons pas en tête mais qui sont quand même assez importants. C'est que sur ces 50 milliards d'euros, donc 13 milliards d'euros pour la France, vous avez à peu près 80% des affectations qui vont simplement à 20% de la profession. Donc il faut savoir qu'il y a probablement dans ce chiffre, là aussi, des marges de manœuvre pour rendre la politique agricole commune et ses financements plus équitables. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les citoyens que nous sommes et les consommateurs que nous sommes, nous payons 3 fois notre nourriture. Ça, c'est quelque chose que nous ignorons souvent. Alors, on la paye une première fois au moment où on fait un acte d'achat, selon l'endroit où on vit et notre disponibilité, que ce soit dans une AMAP, ce que je vous souhaite, dans un petit commerce et éventuellement dans une grande surface, si vous n'avez pas d'autres possibilités. Nous le payons par nos impôts, puisque la politique agricole commune, évidemment, est alimentée. Je crois que ça représente à peu près 200 € par habitant européen et par an, donc c'est quand même pas rien. Et puis nous le payons une troisième fois dans ce que nous appelons les externalités négatives des pratiques conventionnelles agricoles, c'est-à-dire les conséquences notamment environnementales. Pour vous donner un ordre d'idée, simplement pour la France, dans les réparations environnementales et dans lesquelles on peut mettre notamment toutes les problématiques liées aux algues vertes, mais pas seulement ça, nous payons 1,5 milliard d'euros par an pour réparer les dégâts du modèle agricole actuel. Alors, je ne veux pas aligner les chiffres parce que parfois ça masque une réalité beaucoup plus complexe, et j'entends bien, mais c'est simplement pour dire que voilà, la politique agricole commune a eu ses vertus, elle a répondu dans des circonstances, des paramètres et des contraintes qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui à un certain nombre de besoins urgents, mais au moment où on réinitialise ça, dans des périodes de rigueur, voire d'austérité, je pense qu'il serait quand même sain que les citoyens aient leur mot à dire sur l'usage, l'affectation que nous puissions faire de ces sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne citoyenne en France et en Europe, parce qu'on est à un moment assez tendu, parce que tout ça se décide à la Commission, au Parlement, au Conseil européen, et qu'entre évidemment les volontés, les visions à 27, entre les souhaits des associations, les souhaits des consommateurs, les souhaits du monde paysan selon que l'on appartienne à tel type d'exploitation ou de production, évidemment la synthèse est assez difficile à faire. Nous en tout cas, ce que l'on soutient dans cette réforme,
ces 4 grandes orientations que notamment Marc probablement développera dans ses modalités pour y parvenir, mais on demande qu'on ait une PAC d'avenir, c'est-à-dire qui favorise l'emploi. Je rappelle que à peine 35% de nos agriculteurs ont moins de 35 ans. Donc c'est dire que c'est une population qui vieillit. On souhaite évidemment que l'argent qui soit affecté soit conditionné à la création d'emplois, c'est-à-dire au mode de production agricole qui favorise l'emploi et aider aussi les jeunes agriculteurs à s'installer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une orientation évidemment plus écologique, va-t-on dire, en encourageant évidemment à certaines pratiques agricoles et notamment à certains bénéfices ou certains outils. Par exemple, nous proposons que la PAC contraigne au minimum à 4 rotations de culture et parmi ces rotations de culture, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, une rotation des légumineuses. Bon, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel parce que pour ceux qui le savent et éventuellement pour ceux qui ne le savent pas, mais Marc Dufumier vous l'expliquera avec beaucoup plus de poésie et d'efficacité que moi, mais les légumineuses ont entre autres comme vertu de fixer l'azote et de permettre d'éviter par la suite, dans la rotation suivante, l'usage des intrants et notamment l'usage des engrais. On souhaite évidemment encourager le maintien des talus, on souhaite encourager le maintien des haies, on souhaite encourager le maintien des prairies permanentes. Tout cela est empreint de bon sens. Je rappelle quand même que ce que l'on appelle l'agroécologie et que certains regardent comme une vision archaïque de l'agriculture, en réalité pour moi c'est une expression, l'agriculture poussée à l'extrême de la modernité, parce que c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une pratique simple et archaïque, c'est un combiné de bon sens paysan, je dirais, avec ce qu'il y a de plus sophistiqué dans la science d'aujourd'hui. Et la FAO, qui est cette agence qui dépend des Nations Unies, nous a confirmé que nous serions en mesure à l'échelle mondiale de nourrir l'équivalent de 12 milliards d'habitants sur Terre simplement par l'utilisation de l'agroécologie, à l'intérieur de laquelle vous trouvez entre autres l'agriculture biologique. Donc il faut bien garder à l'esprit que ça n'est pas quelque chose d'anecdotique. Et quand on voit simplement sur notre territoire si l'agriculture biologique a autant de difficultés à se développer, l'agriculture biologique, j'insiste, est simplement une partie de l'agroécologie, c'est probablement, même certainement, qu'elle n'a pas bénéficié dans le passé des mêmes aides dont a pu bénéficier l'agriculture conventionnelle. D'ailleurs, il en est pour moi de l'agriculture comme de l'énergie. Si les énergies renouvelables avaient bénéficié dans le passé des mêmes aides que le nucléaire, dont le nucléaire a bénéficié, je pense qu'on aurait pu changer d'échelle. Donc si on veut changer d'échelle dans l'agriculture biologique, il faut évidemment affecter notamment une partie des premiers et des deuxièmes, de l'argent du premier et des deuxièmes piliers à cette agriculture-là. Nous avons notamment, nous, avec la Fondation, depuis très longtemps une proposition dont Marc reparlera tout à l'heure, mais notamment de soutenir la restauration collective, l'approvisionnement de la restauration collective, c'est-à-dire 2,5 milliards de repas par an, ce qui fait une vraie masse critique et qui permettra à ce moment-là à tout un chacun de se nourrir ou de s'approvisionner à des produits de proximité et de qualité, bien entendu, parce qu'à partir du moment où on change d'économie d'échelle, et les prix retombent. La quatrième orientation que nous soutenons, c'est une agriculture plus solidaire. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui connaissent un tout petit peu les mécanismes européens, il y a toujours des dispositifs qui permettent de soutenir nos exportations, avec les conséquences tragiques sur les économies du Sud et sur les économies vivrières donc, du Sud. Pour nous, c'est une question de principe. On pensait depuis longtemps que ces dispositifs n'étaient plus efficients. En réalité, il y a toujours la possibilité donc, de soutenir nos exportations, ce qui crée évidemment des véritables distorsions. Voilà à peu près donc, orientation, une PAC plus d'avenir, plus solidaire, plus écologique, et j'ai dû en oublier un, mais c'est pas très grave. Plus juste, voilà, exactement, simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure,
comme 80% profitent à 20%, on voudrait une PAC plus juste dans l'espace européen. D'abord, selon un pays ou un autre, tout le monde ne bénéficie pas d'une manière équitable de l'argent de la politique agricole commune. Et selon que vous soyez un agriculteur de moyenne montagne, ou que vous soyez un viticulteur, ou que vous soyez un céréalier, évidemment, ce qui arrive dans votre porte-monnaie n'est pas du tout la même chose. Donc on souhaite évidemment plafonner ces aides pour qu'il y ait plus d'aides pour plus de personnes, parce qu'il en est de l'agriculture comme de notre économie, la production profite à de moins en moins de personnes qui s'en mettent de plus en plus dans les poches. Bon, c'est un sujet pour nous important, d'abord parce que il est central par rapport à toutes les problématiques environnementales, dont que je ne vais pas développer ici, mais bon, chacun peut comprendre que l'agriculture a un rôle très important dans la lutte contre les changements climatiques. L'agriculture est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est très énergivore, donc elle émet énormément de CO2, elle émet du protoxyde d'azote, qui est un gaz constitutif de l'utilisation et de l'épandage des engrais, qui est un gaz encore plus nocif que le CO2 sur l'atmosphère. Et puis au passage, elle émet du méthane. Ça, ce sont l'élevage de vaches qui en sont responsables, qui est un gaz qui vit moins longtemps dans l'atmosphère, mais qui a une capacité de rétention de l'énergie beaucoup plus importante que celle du CO2. Donc l'impact climatique de l'agriculture est aussi important si l'on fait partie de ceux qui, comme nous, considèrent que les changements climatiques sont la menace la plus importante ou le défi le plus important auquel on a à faire face. Là aussi, c'est important pour nous d'incliner, d'influer sur un modèle agricole qui participe également à la lutte sur les changements climatiques. En matière de biodiversité, et on en parlera tout à l'heure parce qu'on évoquera tout à l'heure le domaine des semences, à un moment où un semencier international, que je ne citerai pas puisqu'il s'appelle Monsanto, donc il n'y a pas besoin de le citer, vient de nous faire un coup de jarnac extraordinaire, puisque globalement, sur un plan juridique, avec une décision que le Sénat américain vient de faire dans une sorte de cavalier législatif, ça leur donne le champ libre maintenant. Vous savez que pour moi, ce semencier, je ne suis pas du tout quelqu'un de dogmatique, moi j'ai une approche très laïque des choses, mais je suis quand même pas naïf non plus, et j'observe qu'on est en train de mettre les ressources alimentaires de la planète en coupe réglée. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible, parce qu'il y a un certain nombre de biens communs, au nombre desquels les ressources alimentaires, qui ne peuvent pas, évidemment, être soumis ni à la spéculation, ni à la brevetabilité. Donc on est dans une période particulièrement critique. Un mot aussi que l'on vient de nous rappeler, et là aussi c'est la FAO qui nous a dit ça, c'est que si l'on veut pouvoir nourrir aujourd'hui sainement et largement la majorité de nos concitoyens, enfin l'ensemble de nos concitoyens, pardon, 9 milliards même d'individus, voire 12 milliards, il y a un effort qui nous est demandé à nous, citoyens, c'est de réduire de 30 à 40% notre consommation de viande. Simplement parce que là aussi, je pense que vous le savez, à peu près 50% des surfaces agricoles qui sont utilisées pour faire des protéines végétales sont utilisées pour nourrir le bétail. Je voudrais vous rappeler simplement un petit souvenir récent. J'étais il n'y a pas très longtemps en Amazonie. J'ai survolé à perte de vue des exploitations de soja qui se font au détriment de la forêt amazonienne, dans des conditions économiques et sociales particulièrement dramatiques, qui sont pas loin de l'esclavage des temps anciens. Tout cela, évidemment, pour nourrir une partie de notre bétail européen. Là aussi, il faut avoir cette vision du modèle agricole mondial. On a divisé le monde agricole dans des grandes zones de monoculture, ce qui fait que chacun s'est spécialisé, et on a maintenant des échanges qui sont totalement schizophrènes, sans regarder forcément les échanges outre-Atlantique, justement, les tourteaux de soja qui viennent traverser l'Atlantique. Je cite souvent aussi l'exemple des camions de tomates qui se croisent régulièrement sur l'autoroute du Sud. Vous avez des tomates qui descendent de Suède pour aller au Portugal et des tomates qui remontent d'Espagne pour aller en Finlande. Donc tout ça aussi mérite d'être rationalisé dans un moment où effectivement nous avons basculé dans le monde de la rareté. Donc c'est un sujet pour moi central. Il y a un certain nombre de propositions au-delà de cette pétition que nous proposerons dans les temps qui viennent, comme celui de la restauration collective. Pour ma part, il y a une proposition que je porte. Je pense que nous devrions sanctuariser dans chaque commune de France, mais on peut le faire à l'échelle européenne,
l'équivalent en surface agricole de ce qu'il faudrait virtuellement pour nourrir la population de ce territoire. Parce que nous ne sommes pas du tout à l'abri de tensions alimentaires. Voilà, tout ça pour vous faire un petit exposé rapide sur ces sujets-là. Pour moi, ce sont des sujets passionnants, il ne faut pas les aborder de manière angoissante. Là, il y a une fenêtre de tir. J'insiste bien, pour vous, ça vous semble peut-être un peu futile de signer une pétition, vous êtes sollicité très régulièrement. Pour nous, c'est essentiel. Le poids que l'on a dans les rapports avec les institutions, elle est au prorata des gens qui nous soutiennent. Voilà, ça a été le cas au moment du pacte écologique, et là, on a un combat très dur à mener à Bruxelles. Au passage, pour une fois, si je veux être objectif et honnête, on est plutôt en phase avec notre gouvernement sur un certain nombre de préconisations. Ça n'a pas toujours été le cas. On est plutôt en phase avec le commissaire européen, comment il s'appelle ? Ciolos. Mais le pauvre, il est à faire aussi justement la synthèse de 27 points de vue. Mais la voix citoyenne est importante. Les lobbies sont très importants. Hein. Vous savez que sur ces sujets-là, nous, les ONG, on mutualise une personne à Bruxelles pour essayer de faire entendre un peu la raison. Bon, ben, les grands semenciers, entre autres, eux, ils ont pignon sur rue et à longueur d'année, ils invitent le personnel politique pour essayer de leur faire valoir leurs intérêts. Voilà, c'est un sujet important qu'il faut aborder de manière apaisée mais déterminée. Merci beaucoup donc d'être là ce soir. Oui, merci Nicolas. Donc, de nous avoir rappelé un petit peu là, les enjeux sur la politique agricole commune et le devenir de nos agricultures. Pour aborder donc maintenant le sujet des semences, quels enjeux pour notre assiette, pour notre alimentation, pour la biodiversité et l'avenir de notre agriculture, je propose que Pierre-Henri commence. Bonsoir et merci d'être là. Moi je voudrais vous parler un petit peu de biodiversité, puis on va effectivement être trois à vous en parler de façon de plus en plus concrète. Moi donc je suis chargé de la partie abstraite. Et je voudrais vous dire que l'un des problèmes qu'on a avec la biodiversité, c'est que d'abord elle est souvent présentée comme on met des photos de machins qui sont vivants et là ça fait tout de suite vachement bien. Donc il y en a qui pensent à mettre des bactéries, c'est pas toujours le cas. Puis après on essaie de mettre des trucs un peu jolis pour donner aux gens l'impression que c'est bien, quoi, c'est beau et il faut la conserver. Alors je pense que c'est un gros problème de présenter la biodiversité comme ça parce que ça donne un aspect collection de teintes qui correspond en rien à la réalité. Et malheureusement, la réalité, elle est un tout petit peu plus compliquée. Je vais essayer de vous donner un petit aperçu rapide maintenant. Pourquoi c'est plus compliqué ? D'abord, c'est plus compliqué parce que notre vision du monde est terriblement influencée par les mythes fondateurs de nos sociétés. Et le mythe fondateur de notre société, eh bien, c'est la Genèse. Hein. Et la Genèse, c'est un texte dans lequel il est écrit que la nature est donnée à l'homme telle qu'elle, stable, les espèces sont créées, je vous fais remarquer d'ailleurs que c'est les espèces qui sont créées, ce n'est pas les individus, et qu'elles doivent se reproduire éternellement. Et donc on a un monde figé qui nous a été donné, et on va puiser dans cette diversité sans en être responsable au fond. Alors on va pouvoir se dire, ah oui mais attention, si on l'abîme ça ne va pas être bien, et effectivement on peut dire dans un premier temps, que la biodiversité, c'est une ressource qui est renouvelable ou non, selon comment on la traite. Et ça, c'est important, parce que vous voyez, le solaire, il est renouvelable, quelle que soit la manière dont on s'en occupe. Le pétrole, il est renouvelable, il n'est pas renouvelable, quelle que soit la manière dont on s'en sert. Bon, il faudrait aller tellement lentement pour qu'il ait le temps de se renouveler que ça ne marche pas, quoi. Alors que la biodiversité, c'est pas comme ça. On peut s'en servir d'une manière renouvelable ou non. Et ça, c'est un point important parce que l'agriculture moderne a géré ces systèmes de façon à rendre la biodiversité non renouvelable. Et c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Alors, cette biodiversité, maintenant, je vais essayer de vous dire un peu ce que c'est, de mon point de vue, et vous dire qu'il ne faut surtout plus rester dans cette image d'une création de départ dans laquelle on pourrait puiser de façon plus ou moins raisonnable. C'est pas comme ça que ça marche, la biodiversité. Évidemment, pour sauver la biodiversité, vous savez tous comment il faut faire. On prend un couple de chaque espèce, on la met dans un bateau et elle est sauvée. Et cette image de l'Arche de Noé, qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent dans des textes sur la biodiversité, eh bien il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, pas seulement parce que c'est pas très scientifique, mais parce que c'est absolument
faux sur le plan scientifique. D'ailleurs, vous le savez tous, il y a une première raison, hein, ça ne marche pas. Hein. Si on essaye, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que comme on prend un couple de chaque espèce, et ben les descendants vont être consanguins, et puis ça va se casser la figure. Du coup, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont dit, bah oui, il faut quand même maintenir un peu de diversité dans les espèces, de manière à limiter la consanguinité pour garder les espèces. Mais le problème, c'est que les espèces, on s'en fout. Je voudrais être très clair, les espèces, c'est une manière de décrire le monde vivant, une manière extrêmement partielle, un peu partiale aussi, et justement certainement liée à notre vision mythique de la Genèse. Alors, sur quoi doit être fondée notre vision de la biodiversité? Sur les théories actuelles de la biologie. Cette théorie, elle repose sur le travail de Darwin et sur sa découverte du fait que donc la diversité s'est fabriquée sous l'action d'une force qui est la sélection naturelle. La sélection naturelle que Darwin propose, eh bien, il la propose comme comment il la découvre? D'ailleurs, il la découvre en voyant ce qui se passe chez les agriculteurs. Les éleveurs, les horticulteurs sélectionnent, et cette sélection produit de la diversité. Ça, c'est mon premier message à la biodiversité, c'est pas un truc stable et donné dès le départ. Deuxième message, la sélection chez les éleveurs et les horticulteurs a produit de la diversité. Contrairement à ce que beaucoup d'agronomes croient, qui croient que la sélection ne peut que détruire la diversité. Or, justement, ce que Darwin montre, et sur quoi il va insister, c'est sur le fait que la sélection permet de fabriquer de la diversité. Et il va appliquer ce schéma au processus naturel et montrer qu'il se passe la même chose dans la nature, et que toute la diversité des êtres est issue des phénomènes de sélection naturelle se produisant dans la nature. Alors, vous voyez donc que, c'est un point sur lequel je voudrais insister, particulièrement auprès des agronomes qui sont dans la salle, la sélection n'est pas du tout l'ennemi de la diversité. Ça dépend comment on la mène. Hein. Voilà, alors je suis désolé, je vous montre cette image, elle n'est pas sexy du tout, hein. Mais c'est ça la biodiversité. C'est vachement moins beau que la première image. Hein. Mais, alors cette figure, c'est la seule figure que Darwin ait fait figurer dans son œuvre maîtresse, L'origine des espèces. Et c'est pas un hasard s'il a mis que celle-là, c'est parce qu'il voulait qu'on la retienne. Il la commande pendant 50 pages. Alors je ne vais pas vous faire les 50 pages, mais je voudrais que vous voyez que l'idée, c'est qu'à chaque instant, donc le temps va de bas en haut dans ce schéma. Ça, c'est une manie parce que Darwin était géologue au départ. Les géologues, ils mettent toujours le temps de bas en haut. Et ils discrétisent le temps par des lignes horizontales. Ça aussi, c'est une manie de géologue parce qu'ils ont des couches de sédiments et c'est comme ça qu'eux, ils voient le monde. Hein. Mais à part ça, ce schéma est tout à fait génial. Donc vous avez des formes de départ dont on voit bien qu'elles doivent, dans le passé lointain, dériver d'un même ancêtre, mais ça, on ne s'en occupe pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a diverses lignées dont certaines vont s'éteindre, et puis certaines vont produire des nouveautés, et ces nouveautés, bien, la plupart vont s'éteindre. Et puis celles qui ne s'éteignent pas, d'ailleurs, c'est celles qui sont a priori les plus différentes les unes des autres. Ah oui, je vous ai dit qu'en vertical, c'est le temps, en horizontal, c'est un axe de différenciation. Celles qui ne s'éteignent pas, c'est a priori les plus différentes, parce que celles qui sont les plus proches, elles sont tellement en compétition qu'il y en a nécessairement une qui va éliminer l'autre. Et donc le résultat progressif de la sélection dans ce système, eh bien c'est que d'extraction en extraction, les lignées divergent et finissent par produire des entités qui sont différentes. Selon le patron auquel on regarde, on va appeler ces variétés, ces entités des variétés, ou des sous-espèces, ou des espèces, ou des genres. Ça c'est juste une question de temps. Il n'y a pas de raison d'ailleurs de se focaliser donc, sur un niveau qui est celui de l'espèce. Darwin va insister là-dessus. Il va d'ailleurs dire qu'il a du mal avec les naturalistes parce qu'ils ont une vision bigote du mot espèce. En 1860, il dit ça, hein, il serait drôlement déçu s'il revenait 150 ans plus tard, c'est toujours vrai. Et Darwin va insister sur le fait que ce processus, c'est ça qui produit l'évolution, qui produit la diversité du monde vivant. Je voudrais vous faire remarquer, il y a plein de choses à remarquer sur ce schéma. La première, c'est que je ne sais plus, je les ai comptés une fois, j'ai déjà oublié, mais il y a plus d'une centaine d'extinctions dans ce schéma. L'extinction fait partie des processus engendrant la biodiversité. Jean-Claude Amezen, qui est un spécialiste de la biologie cellulaire et de la mort cellulaire, a employé une expression très jolie. Il a dit que la mort cellulaire sculptait le vivant. Il écrit un livre qui s'appelle La sculpture du vivant. Et l'exemple qu'il prend, c'est qu'une main, chez un embryon, eh bien, au départ, les doigts sont soudés. Et c'est la mort cellulaire qui sculpte les doigts. Eh bien, je dirais que les extinctions sculptent la biodiversité. S'il n'y avait pas d'extinction des formes intermédiaires, on aurait une sorte de magma infâme de système vivant
totalement continue qui existerait, et il n'y aurait absolument pas cette diversité de formes. Alors, l'extraction fait partie du processus, et puis donc la sélection naturelle, et puis la divergence qui en résulte. Et ce que je voudrais que vous voyiez, c'est ça pour moi le troisième élément essentiel que je voudrais vous transmettre ce soir, eh bien c'est que la divergence des formes, la biodiversité, doit être vue comme un processus en mouvement perpétuel. L'idée, on est là aujourd'hui, alors on peut dire, ben voilà, il y a ce truc-là, il y a celui-là, il y a celui-là, etc. Et voilà, c'est ça la biodiversité. Mais ça, c'est la biodiversité d'aujourd'hui. Mais la biodiversité d'hier, elle était autre, et la biodiversité de demain, elle sera autre. Il n'est pas question de considérer que la biodiversité est un état. La biodiversité est une dynamique. S'il y a un équilibre de la biodiversité, ce n'est pas un équilibre statique comme celui de ce verre, que si jamais je le fais incliner un petit peu, ben, il va se revenir à sa place, et puis si je l'incline trop, il va tomber. C'est l'équilibre, un équilibre dynamique, on sait tous bien ce que c'est en science, c'est l'équilibre d'un vélo par exemple. Un vélo, il tient parce qu'il bouge. Et si vous êtes inquiet, vous avez peur qu'il tombe et que du coup vous l'arrêtez, c'est là qu'il tombe. Alors c'est extrêmement important, ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper. Parce que si vous êtes en train de travailler sur un équilibre dynamique, prétendre l'arrêter pour le conserver, c'est une très mauvaise idée. Vous avez l'habitude de ça. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. On ne survit, on ne se maintient que parce qu'on mange, on excrète, on respire, etc. C'est de la dynamique. Si je vous dis « Oh, je tiens à vous, je veux vous garder, je vais vous mettre dans un frigo », eh bien, vous n'allez pas être d'accord. Vous aurez raison. Eh bien, les gens qui veulent mettre la biodiversité au frigo font exactement la même erreur. Et je peux vous dire qu'il y en a. J'ai reçu un coup de fil encore avant-hier d'un allumé qui est en train d'essayer de monter un grand programme international pour cryogéniser toutes les espèces vivantes pour garder la biodiversité. Donc, surtout, comprenez bien que la biodiversité est un processus dynamique. Croire qu'on va la congeler, c'est absolument contre la réalité scientifique de ce que c'est. Voilà, alors, je vais revenir là-dessus. D'abord, premièrement, ce que je voudrais que vous voyiez, c'est que ça, c'est ce qui s'est passé d'après Darwin dans la nature. Mais c'est aussi ce qui s'est passé, ça c'est la découverte d'un généticien russe qui s'appelait Vavilov. C'est ce qui s'est passé dans les systèmes agricoles avec les semences. Les paysans, en recevant à chaque génération leurs semences dans les conditions où ils étaient et avec leurs pratiques à eux, ont créé une diversité de conditions dans lesquelles les semences se sont diversifiées. Et le travail de création génétique des paysans depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, disons 10 000 ans en gros, ça a abouti à une très grande diversité de variétés. Parce que, eh bien évidemment, il y avait tas de trucs qui s'éteignaient, mais ceux qui marchaient bien, eh bien, ça marchait, on les reproduisait plus, et puis si jamais dans un lieu donné on manquait un peu de diversité, de toute façon, il pouvait toujours aller chercher quelques graines chez les voisins. On en reparlera, mais c'est ce qui se pratique encore un tout petit peu aujourd'hui. Et ça, c'est la manière dont on fabrique de la diversité. La chose extraordinaire, c'est que moi, je suis rentré comme enseignant dans cette maison dans les années 70, comme enseignant en génétique et amélioration des plantes. Et le maître mot, à l'INRA comme à l'agro, c'était « il faut freiner l'érosion des ressources génétiques ». C'est-à-dire qu'on avait découvert que cette diversité des plantes cultivées était en train de se casser la figure, et on se demandait comment freiner ce mouvement. Moi, je travaillais sur des plantes sauvages et sur la théorie darwinienne, et je me disais, c'est quand même très curieux, parce que dans les années 70, c'était les 30 glorieuses en plein dedans, on avait l'impression qu'on avait tout compris, qu'on était devenu tout puissant vis-à-vis du monde qui nous entourait. Et je me disais, comment ça se fait qu'avec toute notre puissance, on soit juste là à se demander comment freiner l'érosion d'un truc qui s'est fabriqué sans nous? Pourquoi on ne pourrait pas le fabriquer nous-mêmes? Et effectivement, on peut mettre en place des systèmes de production agricole qui produisent de la diversité. C'est ce qu'ont fait les agriculteurs du néolithique jusqu'à aujourd'hui. La raison pour laquelle c'est plus comme ça, c'est qu'on a changé de modèle. C'est que pour faire de l'agriculture ultra productive, on a décidé qu'on allait homogénéiser les semences, que seuls certains agriculteurs seraient habilités à les produire, et que de tout ce système qui permettait de faire de la diversité, on l'a cassé, et on a décidé que seuls certains champs très rares, ceux des producteurs de semences, permettraient la reproduction de l'espèce, et que tout le reste, quand regardez un paysage agricole, et dites-vous que toutes ces plantes sont génétiquement mortes, parce qu'à la fin de la saison, on va les récolter et on les emmènera au moulin, on les fera manger à des bêtes, on n'en ressèmera aucune. Vous avez très peu de chance d'être justement en face d'un champ de semencier. Donc en fait, on tue génétiquement tout le système de fonctionnement biologique des plantes cultivées.
Si on veut avoir une agriculture durable, il faut remettre en route des systèmes de sélection qui produisent de la diversité. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, je ne viens pas là-dessus, mais ce qu'il ne faut pas faire en revanche, c'est décider que puisqu'on on est en train de perdre la diversité, eh ben on va la conserver en la mettant au frigo. Et ça, c'est ce qui se fait actuellement, sous l'impulsion d'un certain nombre de gens, dont le premier actionnaire de la boîte que Nicolas n'a pas cité tout à l'heure. Alors le premier actionnaire, je ne vous citerai pas non plus, il s'appelle Bill Gates, et sous son impulsion, eh bien, toute une série de pays, et avec d'autres boîtes comme Syngenta et compagnie, ils ont décidé de monter une immense arche de Noé pour les plantes cultivées. On va mettre toutes les graines de la planète dans ce magnifique frigo sur l'île du Svalbard, en Norvège, et comme ça, la diversité des plantes cultivées sera sauvée, elle sera dans le frigo. Bon, je vous ai déjà dit ce que je pensais du frigo. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est qu'en plus, quand on met des graines dans un frigo, elles meurent. Donc, on va avoir un tas de graines mortes dans un frigo souterrain. Et la question qui se pose, c'est pourquoi faire un truc pareil? C'est intéressant parce que je fais des cours à Sciences Po, et il y en a une autre qui fait des cours à Sciences Po, c'est une de mes Marion Guillou, qui a longtemps été la PDG de l'INRA, et qui, je sais, qu'est-ce qu'elle disait aux étudiants, c'était que c'était juste de la poudre aux yeux, que ça servait à rien, mais que c'était pas grave. Bon, le problème, c'est que c'est pire que ça. Le problème, c'est que le rêve des gens qui sont en train de faire ça, c'est que quand les graines seront mortes, bon, ça ne sera pas terrible, mais pour tout le monde, mais pour eux, qu'est-ce qu'on pourra aller chercher dans des graines mortes? Les gènes, vous inquiétez pas. On va détruire toute la diversité génétique à la surface de la planète, mais elle sera sous forme de graines mortes dont on pourra tirer les gènes dans le frigo souterrain de Svalbard. Voilà le projet qu'on est en train de nous faire avaler. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe parce qu'on a détruit toute la diversité à la surface de la planète. On l'a détruit, et donc, bien sûr, on l'a détruit pourquoi? On l'a détruit parce que les semenciers ont progressivement pris pour habitude de se donner les moyens d'être les seuls à pouvoir vendre les semences et d'interdire progressivement toute possibilité pour les autres agriculteurs de vendre des semences. Alors, je ne vais pas vous détailler les procédures juridiques, biologiques, etc., qui sont mises en œuvre, qu'il me suffise de vous dire que le nec plus ultra aujourd'hui, pour ça, eh bien, c'est le brevet. Le brevet à tous les niveaux. Le brevet sur des gènes, on a breveté des gènes de façon assez large au cours des dernières années, et vous le savez peut-être, mais si votre voisin cultive des plantes OGM avec des gènes brevetés et que ces OGM contaminent vos cultures, eh bien quand vous ressemez vos semences, vous êtes en tort, puisque vous ressemez des gènes brevetés. Il y a eu quelques procès, un tout à fait retentissant au Canada, où un agriculteur qui ressemait ses colzas chaque année s'est vu interdire de continuer à les vendre, parce que Monsanto l'avait attaqué, parce que leurs gènes brevetés se trouvaient dans ses semences. Et Monsanto a gagné. Et aujourd'hui, ils sont en train d'aller passer à la vitesse supérieure, puisque non contents de breveter les gènes, ils ont découvert l'idée qu'ils pouvaient breveter des caractères. Je vais breveter le fait que cette plante ait un goût amer. Et hop, si vous avez des plantes avec un goût amer, c'est à moi parce que j'ai breveté. C'est ça qui est en train de se faire aujourd'hui. Alors, donc Nicolas vous a dit de signer la pétition sur change.fr pour l'agriculture, et je pense que c'est très important. Je vous engage à vous tenir au courant de ces questions et à agir, et au moins à signer des pétitions sur ces questions, parce que c'est des éléments extrêmement importants. Vous voyez que la perte de la diversité agricole est en train de se faire sous l'action donc de ces systèmes de brevets, qu'on est en train de perdre toute possibilité de refaire de la diversité, de faire une vraie agriculture vraiment durable et productrice de diversité dans les semences. On peut imaginer, je ne sais pas à quel terme ça arrivera, mais si on continue comme ça, il y a toutes les chances qu'un jour ou l'autre, quand on cultivera plus que 2-3 génotypes de blé, 2-3 génotypes de maïs et de soja à la surface de la planète, quelques pathogènes, quelques bactéries apprennent à se débrouiller bien sur ces plantes-là et fabriquent des catastrophes. Et évidemment, là, on peut avoir des famines de milliards d'individus, tout simplement parce qu'on a joué à l'apprenti sorcier avec ce genre de système. Donc, je voudrais que vous compreniez que la diversité des semences est un élément essentiel, c'est l'assurance de la nourriture de l'ensemble de l'humanité. On a dit tout à l'heure que le changement climatique, c'est le problème le plus important qu'on pouvait voir aujourd'hui. Moi, je dis que la biodiversité, c'est aussi le problème le plus important qu'on peut voir aujourd'hui. Malheur, c'est qu'ils sont mélangés, évidemment. Mais le problème, c'est que, effectivement, sur les changements climatiques, on peut faire des mesures, des calculs, etc. Là, je ne peux pas vous donner des calculs de quelle vitesse ça ira et quand est-ce que ça se passera. Mais je voudrais au moins vous informer, parce que le jour où ça arrivera,
Je voudrais que vous ne vous laissiez pas avoir par le discours qui sera « on n'a pas eu de chance, il y a eu une bactérie méchante qui a attaqué nos cultures ». Si jamais un jour ça arrive, ça sera parce qu'on a détérioré la diversité de nos semences. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des actions pour essayer de remettre en œuvre des méthodes agricoles qui permettent de faire de la diversité pour les semences. Et ces méthodes, eh bien, je vous encourage à les soutenir. Je voudrais déjà qu'on vous les présente. Et donc, je vais laisser la parole à l'oratrice suivante. Isabelle, la lourde responsabilité maintenant. Très conservatrice. Merci. Bonsoir. Tu les as pas mises, ces diapos? Tu laisses encore Oui. Oui, entre-temps, donc n'oubliez pas, puisque vous avez une petite feuille, de commencer à préparer vos questions pour le débat tout à l'heure. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à les voir. Bon, donc je vais prendre la suite de Pierre-Henri et donc essayer d'aller dans des choses un petit peu plus concrètes et vous montrer que la biodiversité agricole, eh bien à la fois, donc, comme l'a dit Pierre-Henri, c'est un enjeu de la maintenir, de la gérer, et donc pas de la conserver. Moi j'aime mieux utiliser des termes comme maintenir et aussi de la renouveler. Et donc pour cela, il y a des approches. Et puis, mais l'autre facette de la biodiversité agricole, c'est que c'est aussi un formidable levier pour développer des pratiques agricoles qui sont beaucoup plus écologiques et respectueuses de l'environnement. Et donc l'idée, c'est de faire, donc après avoir fait ce passage, merci. Donc après avoir fait le passage qu'a décrit Pierre-Henri des pratiques agricoles traditionnelles avec de multiples populations cultivées dans les champs des agriculteurs, des échanges de semences, des sélections particulières, on a donc été vers une centralisation du processus de sélection et puis vers l'uniformisation, le développement de variétés uniformes génétiquement. Et bien là, l'idée, c'est de redévelopper la diversité dans les champs, la diversité que moi j'appelle intra-parcelle, et donc qui présente des bénéfices et des intérêts à deux niveaux. D'une part, un niveau instantané, donc des propriétés de régulation face aux pressions parasitaires, aux pressions diverses et variées, même au climat, aux variations, à la stochasticité, aux accidents, aux variations non prédictibles. Super, merci. Donc c'est de remettre de la diversité dans les champs et donc pour deux choses, donc bénéficier d'une part de ces services de régulation, d'effets tampons sur toutes les stress, les attaques, etc. Et puis aussi de cette diversité, la laisser évoluer. D'accord. Donc de la laisser évoluer pour qu'elle puisse s'adapter, se différencier, comme Pierre-Henri l'a montré dans le schéma de Darwin. Voilà. Et donc, là, je vais illustrer un petit peu ce qui a été dit, c'est que toutes ces pratiques, toutes les pratiques agricoles qui ont été développées et utilisées depuis des millénaires, depuis la domestication de ces espèces cultivées, eh bien, elles sont effectivement génératrices de diversité. Et donc là, j'ai cité un certain nombre de choses, donc de la sélection massale, l'adaptation locale, les échanges de semences
et des mélanges de graines entre les agriculteurs, les croisements naturels, aussi l'incorporation de croisements sauvages, toutes ces choses-là, ça correspond à des savoirs qui sont transmis en même temps que les semences et qui ont permis le développement de toute cette diversité. Donc là, j'ai illustré avec un exemple sur le sorgho. Et puis, mais pourquoi cette sélection, elle est bien diversifiante? Elle a été depuis toujours diversifiante parce que c'est l'intérêt des agriculteurs, parce qu'à partir de leur production, eh bien, ils vont vouloir satisfaire des usages variés, étaler la production dans le temps, répondre à l'hétérogénéité des milieux, aux accidents, aux changements, aux variations, et puis aussi parce qu'ils accordent une valeur particulière à cette biodiversité. Donc ça, c'est ce qu'on peut décrire quand on va dans les systèmes agricoles traditionnels ou vivriers. On voit que toutes ces pratiques-là sont encore à l'œuvre, alors que dans nos systèmes d'agriculture industrielle, c'est exactement ce qu'a décrit Pierre-Henri. Tous les champs que l'on voit quand on traverse la France en train, eh bien tout ça, toutes ces plantes-là, elles ne contribuent pas du tout à la génération suivante et donc à l'évolution de l'espèce. C'est un cul-de-sac évolutif. On a de l'autre côté la diversité qui est stockée dans les banques de graines, comme l'a décrit Pierre-Henri, donc des petits échantillons qui sont préservés là. Et puis entre les deux, le compartiment dans lequel elle évolue, cette diversité, c'est chez les sélectionneurs, qui sont de moins en moins nombreux du fait de la concentration, et qui vont faire un nombre limité de croisements dans des milieux, des stations expérimentales particulièrement contrôlées, des conditions optimales, etc. Et donc tout le potentiel d'évolution de chaque espèce cultivée, il est cantonné dans ce compartiment-là, qui ne fait un usage que très très ponctuel des ressources génétiques stockées dans les banques de graines. Et puis on a les agriculteurs qui sont utilisateurs de ces semences. Et alors donc, ce qu'on propose de remettre en place pour régénérer, revitaliser la biodiversité cultivée et aussi en tirer bénéfice dans le cadre de pratiques agricoles plus écologiques, eh bien c'est de redévelopper des populations dans les champs avec à la fois donc, toutes les fonctions que j'ai décrites tout à l'heure qui étaient éclatées dans des compartiments différents, qui se retrouvent maîtrisés par l'agriculteur, par le paysan, à partir de ses propres champs, c'est-à-dire la production, bien sûr, puisque c'est de ça que le paysan va vivre, mais aussi les pratiques de sélection. Et cet ensemble-là, eh bien, ça va faire que, de fait, ça va contribuer à la conservation, j'aurais dû mettre, le maintien, le renouvellement de la biodiversité cultivée. Alors, est-ce qu'on peut concevoir, comment concevoir de réinstaller, de redévelopper des systèmes dynamiques comme ça, de gestion des semences dans notre monde agricole actuel? Et donc, il y a quand même un intérêt en ce moment qui émerge pour la sélection participative, donc je vais un petit peu développer sur ce que c'est, et qui se traduit par le fait que par des agriculteurs qui ne sont pas satisfaits avec les variétés commerciales telles qu'elles sont développées. Et donc, pourquoi? Du fait de cette centralisation et de cette sélection qui se fait dans des conditions très particulières, avec un germplasme, avec une base génétique aussi qui est bien particulier, qui a été amélioré, mais donc qui est devenu très restreint. Eh bien, souvent, ces variétés, maintenant, ne correspondent pas, ne répondent pas aux attentes de tous les agriculteurs. Elles sont sélectionnées en station, et puis quand on les cultive dans des champs d'agriculture biologique ou dans des conditions plus spécifiques, eh bien, elles ne marchent pas de la même manière. Les objectifs de sélection ne correspondent pas aux attentes des paysans. Et puis, bien sûr, si on veut diversifier les attentes, les produits pour les consommateurs, etc., eh bien, ça fait plein de niches, plein de demandes auxquelles les sélectionneurs, qui sont des grands groupes, ne peuvent pas répondre. Et donc là, je vais juste illustrer un petit peu que l'intérêt qu'il y a donc, dans la sélection participative, la gestion de la diversité avec les agriculteurs, eh bien, il y a deux aspects. Il y a d'une part qu'on va décentraliser la sélection, le développement des variétés
dans les différentes fermes, donc dans tous les environnements qui sont différents et spécifiques. Et donc ça, c'est ce que j'essaye d'illustrer ici, l'intérêt d'aller sélectionner dans des conditions biologiques. Donc ici, on a différents sites aux États-Unis, avec à chaque fois une expérimentation en conditions conventionnelles et une expérimentation en conditions biologiques. Eh bien, on voit que si on va faire notre sélection en conditions conventionnelles, ici, c'est le rang, donc les 5 meilleures variétés en conventionnel, eh bien, elles sont loin, elles sont parfois les dernières, c'est sur 35 variétés, quand on les évalue en biologique. Et réciproquement, si jamais on cherche, si on voulait sortir les 5 meilleures en biologique, donc dans ce même cycle-là, eh bien, il faudrait aller chercher des qui sont mauvaises en conditions conventionnelles. Et donc ça, c'est vrai dans un certain nombre de sites, pas toujours. Mais on comprend bien là, donc l'intérêt, c'est ce que nous on appelle des interactions entre les génotypes et puis les milieux. Et donc quand il y a des interactions comme ça, c'est-à-dire quand les milieux dans les fermes deviennent très différents des milieux dans les stations où se fait la sélection, eh bien, on ne peut plus sélectionner efficacement dans ces stations-là. Il faut bien décentraliser et se rendre dans les sites eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier aspect de cette sélection participative qui associe les agriculteurs. Et puis la deuxième dimension, c'est comment on travaille, comment aussi on met ensemble des savoirs des praticiens et puis des connaissances scientifiques pour faire cette gestion, sélection dans les fermes. Et donc là, nous, on s'est beaucoup inspiré des travaux qui ont été développés par le pionnier de la sélection participative, Salvatore Ceccarelli, qui a initié son travail dans les années 90 à Licarda en Syrie, sur l'orge, et donc qui a montré qui a développé un travail avec les paysans, alors qu'il y avait toute une sélection qui se faisait dans la station de Licarda à Alep, en zone irriguée, très fertile. Donc moi j'ai été sur place, c'est magnifique, c'est très vert, les orges sont très vigoureuses, et donc la sélection se faisait là dans cette station était excellente, et simplement les variétés n'étaient jamais adoptées par tout un tas d'agriculteurs dans des zones où il pleut effectivement 200 mm d'eau par an, et puis on a tellement pompé l'eau qu'on ne peut plus aller la chercher dans les nappes phréatiques, et donc c'est ce qu'on ne voit pas très bien ici, mais on a des orges qui, quand ils font les épis, sont hauts comme ça, et donc là les variétés sélectionnées en milieu irrigué, évidemment elles ne vont pas du tout. Donc Salvatore Ceccarelli, il a travaillé avec 9 agriculteurs ici, et il leur a demandé à ces agriculteurs-là, sur le même pool de familles, de faire une sélection sur leur ferme, et puis il a demandé aussi aux sélectionneurs spécialistes de Licarda d'aller sélectionner sur ces fermes-là, pour voir si il ne suffisait pas simplement de délocaliser, d'installer les essais de Licarda dans quelques fermes, et puis de faire cette sélection décentralisée. Et ce qu'on montre là, ici, ce sont les sélections avec le petit b, c'est les sélections que le sélectionneur de Licarda a été faire sur chacune des 9 fermes. Et là, ce sont les sélections des 9 agriculteurs sur leur propre ferme. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce que va sélectionner le sélectionneur de Licarda, c'est pas du tout la même chose. Et quasiment, quand ça se rapproche comme ça au niveau de l'arbre, ça veut dire que c'est des choses très ressemblantes. Il va aller sélectionner pratiquement la même chose quand il va aller sur les 9 fermes, alors que les 9 agriculteurs vont chacun sélectionner des choses particulières parce qu'ils vont incorporer des connaissances qu'ils ont des plantes et de leur milieu qui sont complètement différentes. Donc Salvatore a aussi montré, parce que ça c'est quelque chose qui est très questionné, mais la sélection c'est un métier, les paysans ils ne peuvent pas sélectionner, donc il a montré que la sélection des paysans sur leur propre ferme, pas dans une station ailleurs, elle était efficace dans autant de cas que celle du sélectionneur, et que même dans certains cas elle était plus efficace que la sélection du sélectionneur. Donc il y a une capacité, il y a un potentiel à valoriser les compétences des agriculteurs en matière de sélection sur leur propre ferme. Donc c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il ne suffit pas d'aller décentraliser, installer des essais de sélection dans les fermes, il faut aussi valoriser les savoir-faire des agriculteurs dans une recherche, une sélection commune ou qu'on appelle participative. Alors, je ne sais pas où j'en suis. Si j'ai un petit peu de temps, je vais vous parler un petit peu de projets qu'on essaye de développer ici en France
avec un groupe d'agriculteurs du réseau Semences Paysannes sur le blé. Ce projet-là, il a commencé en 2005, plus ou moins, ou un petit peu avant. On a commencé à en discuter un petit peu avant. Et puis, il a été soutenu, donc je souligne ici, au départ, par un projet de la région Île-de-France, donc dans le cadre des PICRI, des partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation. Dont le lanceur est ici. Voilà, c'est pour ça que je le souligne. Et par un projet européen qui s'appelle Soliva. Alors les objectifs de notre projet de sélection participative, c'est de créer ces variétés populations, donc de remettre en place ce système de variétés différentes dans les différentes fermes gérées par des agriculteurs qui vont être adaptées à des systèmes agricoles, écologiques, locaux et aussi pour des produits de qualité. De développer aussi des stratégies pour préserver la diversité génétique à travers cette gestion dynamique à la ferme. Donc ça, c'est tout ce qu'on a expliqué ici avant avec Pierre-Henri. Pour les agriculteurs, de réapprendre, de se réapproprier et puis d'améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer, la gestion et la sélection de la diversité à la ferme. Et donc, pour conduire tout ça, on a collaboré à la fois avec les producteurs, donc les paysans, mais aussi une association de producteurs et de consommateurs Nature et Progrès Île-de-France. Et aussi, on peut imaginer travailler avec les transformateurs, les meuniers, les boulangers, etc. Alors le principe, c'est donc, comme je l'ai dit, d'une part de décentraliser la sélection, de mettre en place des essais, des observations sur les différentes fermes, donc comme je le montre ici, dans toute la France, donc avec des paysans qui sont volontaires pour participer à ce projet-là. Et donc on a une organisation au niveau régional avec des fermes qui vont accueillir un peu plus de population, d'autres un petit peu moins, et puis des associations locales ou régionales qui vont nous aider à faire le lien entre les paysans et puis la recherche. Et vous voyez que c'est quand même un dispositif expérimental de recherche qui est très lourd. 25 agriculteurs environ sont impliqués et on récupère, on génère plus de 60 000 données par an et que maintenant on cumule depuis 4 ans dans ce dispositif-là. Et donc, en plus de décentraliser la sélection, eh bien, il faut qu'on travaille sur une diversité qui est élargie, qui ne se cantonne pas à celle qu'on trouve actuellement dans les variétés commercialisées. Donc, on est retourné, on a repris des variétés anciennes, des variétés de pays, des mélanges, tout un tas de variétés que les agriculteurs avaient déjà un petit peu réexpérimentées. Et puis aussi, on a fait des croisements, on a recréé, rebrassé la diversité pour, là-dedans, se donner plus de chances de développer de nouveaux génotypes intéressants. Et donc, comment ça se passe concrètement avec les agriculteurs pour mettre en pratique cette sélection? Il y a beaucoup de leviers d'action que peuvent avoir les paysans dans la conduite de leurs expérimentations. Donc, il y a d'une part une sélection, un choix entre les différentes populations qu'on a créées. Et donc ça va se faire sur la base des données observées sur la ferme et puis sur les autres fermes. Il y a toute l'importance de cette mise en commun, de ce travail collectif. Au sein de chaque population, il y a aussi toute une capacité, toute une possibilité de faire une sélection massale d'épis, de plantes qui sont plus performantes, plus intéressantes. Avec les pratiques de culture et le choix de l'environnement, eh bien, c'est pareil, on va orienter, on va soumettre les populations à des pressions de sélection particulières. Il y a les échanges de graines, les mélanges, l'introduction de nouvelles populations, et puis des choix, des demandes de nouveaux croisements. Et donc, je ne peux pas vous donner les détails sur des résultats, surtout qu'on est encore dedans, qu'on n'a pas encore quantifié tous les résultats. Mais déjà en matière d'innovation, de recherche, parce que c'est quelque chose qui est souvent mis en question, mais ça, est-ce que c'est vraiment de la recherche? Est-ce qu'on vient de faire des publications scientifiques avec ça? Est-ce que c'est innovant, puisque l'innovation en général c'est associé avec la biotechnologie, avec des aspects plus technologiques?
Eh bien oui, on a développé des innovations collectives qui sont très fortes, une organisation qui est très complexe entre les équipes de recherche, les associations, les paysans, pour mettre en commun les données, les gérer, les traiter, les redistribuer, les discuter, se réunir, échanger. Des outils génériques d'aide à la gestion sélection collective, donc des protocoles, des méthodes statistiques complètement nouvelles parce que les dispositifs expérimentaux sont originaux et particuliers, des bases de données, des manières de constituer des dossiers retour, et puis aussi un apprentissage, une autonomie accrue pour les agriculteurs en matière de gestion de la diversité, qu'on illustre par des paysans qui nous demandent des nouveaux croisements qu'ils ont identifiés entre leurs populations, des sélections massales qui sont efficaces, qui répondent. Et je vais conclure. Donc, tous ces travaux sur la gestion dynamique nous permettent de montrer que là, on a bien un levier avec la diversité génétique dans les champs, intra-champs, pour répondre au changement climatique, à la stochasticité climatique accrue, mais aussi aux pressions parasitaires, à leur évolution, que ces activités de gestion et de sélection à la ferme, ça complète, je suis un petit peu moins dure que Pierre-Henri, ça complète de façon très significative la conservation ex situ dans les banques de graines pour maintenir, renouveler la diversité cultivée. Et également que le fait que cette innovation elle est distribuée entre de multiples acteurs, ça augmente la résilience du système. Le contrôle des semences, la prise de décision sont moins concentrés, sont distribués et la variabilité génétique aussi est distribuée. Et je vous remercie pour votre attention. Isabelle, donc on voit quand même qu'il y a des alternatives à la situation présentée antérieurement. Peut-être maintenant, Guy Kessler, tu nous présentes un peu les semences paysannes, quelles sont les difficultés peut-être un peu, et quels sont les combats à mener. Donc bonsoir et d'abord merci pour l'invitation, parce que pas tous les jours qu'on vient s'exprimer ici, parce qu'on n'est pas toujours bien vu dans certains milieux de la recherche agricole. Donc Guy Kessler, moi j'ai été ouvrier agricole pendant une dizaine d'années, j'ai fait du vin et de la vigne, du fromage de brebis, et depuis une dizaine d'années j'ai quitté ma ferme, qui existe encore mais j'y travaille plus à plein temps, et donc j'anime le réseau Semences Paysannes. Le réseau Semences Paysannes, c'est quoi? C'est pas un réseau de personnes, c'est pas un réseau de paysans. Pourquoi c'est pas un réseau de paysans? Parce que ce qu'on fait, on nous a dit, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc on ne va pas faire une liste des gens qui font ça pour aller le remettre à la police. Donc c'est un réseau d'organisation. C'est pas n'importe quelles organisations qui ont mis en place ce réseau-là. C'est d'abord une organisation paysanne qui s'appelle la Confédération paysanne dont je suis membre, et l'ensemble des organisations de l'agriculture biologique, mais du côté des paysans, à savoir la FNAB, Nature et Progrès, les biodynamistes, voilà les gens qui ont fondé le réseau Semences Paysannes. Pourquoi elles ont fait ça? Pour mettre en commun leurs moyens pour développer cette biodiversité dont on parle maintenant depuis bientôt une heure, dans les champs et aussi dans les jardins, parce qu'il ne faut pas oublier que si on n'avait pas les jardiniers, je crois qu'il y a pas mal d'espèces, notamment les arbres fruitiers et les potagères, on n'aurait plus grand-chose pour la diversité cultivée aujourd'hui en France. Et la contribution est quelque chose d'extrêmement important. Et donc à partir du moment où on a pris cette décision et où on a dit, lorsqu'on s'est créé en 2003 lors d'un colloque à Roseville où Isabelle était présente, on a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, mais que d'une part on allait prendre de gauche parce qu'il faut le faire, et qu'ensuite ces organisations
protégerait les paysans qui voulaient se lancer, les jardiniers aussi, qui voulaient se lancer dans cette aventure. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 organisations. Alors bon, il y a tous ces petits artisans semenciers qui distribuent des semences traditionnelles. Je ne sais pas ce que c'est une semence ancienne, moi, une semence traditionnelle. Une semence, c'est un être vivant. C'est pas des mammouths, hein. Je veux dire, ils sont morts, ils ont disparu. Les semences d'hier, elles ont disparu, celles d'aujourd'hui. Alors, certes, on sélectionne en prenant les semences de nos parents, mais ces semences sont très modernes. Elles sont nées il n'y a pas longtemps. Elles vont mourir. Mais elles feront naître d'autres semences qui seront elles aussi modernes. Et puis, il y a beaucoup de groupes locaux qui se sont mis à faire un peu ce travail dont Isabelle vous a parlé et je vais vous en parler un peu plus concrètement. On appelle ça aujourd'hui maison des semences paysannes. En Afrique, on peut appeler ça des greniers collectifs. Certains, j'aime pas trop le terme de banque, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au niveau international, on parle de banque de semences gérées localement par les paysans. Donc c'est pas du tout le frigo de Schwalbard dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons des organisations de solidarité internationale qui font qu'on travaille aussi pas mal en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, et aussi des coordinations avec des paysans de tous les continents. Certaines ONG appuient notre travail, comme les Amis de la Terre. Donc voilà, le réseau Semences Paysannes, c'est ça. Et si lorsque nous sommes nés, donc au début des années 2000, nous avions fait une enquête au sein des réseaux de l'agriculture biologique, c'est là qu'il y avait le plus d'agriculteurs qui faisaient eux-mêmes leurs semences et ceux de la Confédération paysanne. Et on avait identifié entre 100 et 200 paysans. Alors, je ne parle pas du paysan qui reproduit la semence qu'il a achetée et qui vient du commerce. Je parle de ceux qui ont soit hérité des semences de leurs parents et qui les renouvellent à chaque génération, soit de ceux qui sont bien sélectionnés et qui sont totalement autonomes de leurs semences. Et bien aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers. C'est quelque chose qui se développe très rapidement et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment. La première chose, fin des années 90, les premiers OGM arrivent, on en parle beaucoup. Beaucoup de paysans sont en train de se dire, mais si j'attends que toutes les semences que j'utilise, on me les offre sur le marché, demain j'aurai que des OGM dans mon champ. Ça a été un traumatisme pour nous. Un traumatisme aussi parce que nos clients sur les marchés n'en voulaient pas, mais un traumatisme parce qu'on voyait bien, il y avait cette histoire de brevet, il y a cette histoire, on ne savait pas si c'était bon, si c'était mauvais pour la santé, l'environnement. Donc on s'est dit, prudence, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse nos semences. Et puis, il y a aussi et surtout les semences qu'on trouve dans le commerce, particulièrement dans l'agriculture biologique, ça pousse mal. C'est ce que vient de montrer Isabelle. Et là, vous allez très bien comprendre pourquoi ça pousse mal. La plante, la semence, c'est pas un objet, c'est un être vivant. Un être vivant, ça naît, ça grandit, ça meurt, et ça se reproduit avant de mourir. Il n'y a pas, il y a les microbes, mais ils ont d'autres moyens d'évoluer. En dehors du monde des microbes, il n'y a pas d'êtres vivants qui se reproduisent à l'identique. C'est-à-dire que chaque année, si nous ressemons une partie de notre récolte, il y a des caractères nouveaux qui apparaissent dans nos champs. Et c'est ça qui fait naître la diversité. Et pourquoi ces caractères nouveaux nous intéressent? Eh bien, une plante, c'est pas comme nous. Nous, on peut se déplacer. S'il fait froid, on va rentrer, on se met au chaud. S'il pleut, on va prendre un parapluie, on va se mettre à l'abri. Non, une plante, là où elle est, il faut qu'elle puisse vivre, il faut qu'elle puisse pousser, il faut qu'elle puisse se nourrir, et il faut qu'elle puisse grandir. Donc, il faut qu'elle soit adaptée là où elle est. Il n'y a pas, même dans un même champ, il n'y a pas deux parties du champ qui sont les mêmes, et il n'y a pas deux terroirs qui sont les mêmes. Donc, il faut que chaque plante soit adaptée à l'endroit où elle est. Donc c'est évident qu'il faut une grande diversité de plantes pour arriver à ce qu'elles soient chacune adaptées là où elles sont. Et puis nos conditions de culture, ben moi quand je suis au moment de semer, je ne sais pas si je serai
si l'année sera sèche ou si elle sera humide. Il faudra bien que ma plante s'adapte. Si toutes les plantes sont les mêmes, elles sont incapables de s'adapter, et si elles ont été stabilisées pour ne pas évoluer, elles pourront encore moins s'adapter. Donc cette diversité qui naît chaque année, c'est ce qu'on va essayer de cultiver. Si par exemple une année il fait sec, j'aurai plus de plantes adaptées à la sécheresse dans les graines pour l'année d'après. Mais heureusement, je vais garder celles qui sont pas toutes mortes et qui sont adaptées aux années humides, parce que si l'an prochain il pleut, au moins je pourrai m'adapter. Donc voilà pourquoi nous sélectionnons nos propres semences. Et pour sélectionner nos propres semences, qui sont adaptées localement, nous avons deux pratiques. On parle des savoirs traditionnels. C'est la manière de construire des savoirs est peut-être traditionnelle. Nous avons appris de nos parents, mais aujourd'hui, ce sont les savoirs modernes qu'on produit avec cette manière de construire des savoirs traditionnels. Et ces savoirs traditionnels, ils se traduisent par des pratiques, qui sont des pratiques agricoles, des pratiques paysannes, et pour sélectionner, on en a deux. La première, c'est de ressemer localement, année après année, une partie de notre récolte pour entretenir cette adaptation constante à l'environnement, aux évolutions climatiques et puis à nos pratiques agricoles, on en a besoin. Mais si on ne fait que ça, la diversité va finir par se rétrécir. Et on a besoin de la conserver. Parce que, vous me croyez, moi je ne suis pas scientifique, je peux dire des gros mots scientifiques. Mais si je recroise tout le temps la même semence dans le même champ, je vais faire de la consanguinité entre mon champ et ma semence. Et je vais avoir la diversité génétique qui va disparaître. Je suis sûr que Pierre-Henri, tu me pardonnes ce gros mot. Au contraire, je suis très content d'entendre dans ta bouche les mots de Darwin. Ah, ben si Darwin l'a dit, je m'excuse avec lui, hein, il n'est pas là. Je l'avais pas cité. Donc, pour renouveler en permanence un peu la diversité, on va toujours échanger un petit peu d'espace entre nous. Parce qu'on va ramener quelque chose de différent. Et donc, l'essentiel de nos semences, c'est ce que nous produisons, mais on a besoin, c'est essentiel d'échanger tout le temps des semences entre nous. Puis, quand on échange des semences entre paysans, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues. Si on n'avait pas été chercher des tomates en Amérique du Sud, on n'aurait pas encore ici, quoi. Donc, je veux dire, on découvre énormément de choses, et c'est aussi quelque chose de très intéressant. La semence qu'on achète, celle qui est produite par l'industrie, elle n'a pas été sélectionnée chez nous. Donc elle n'est pas très adaptée. Bon. Si on la reproduit pendant quelques années, elle va gagner de la diversité, elle va s'adapter. Mais justement, on ne peut vendre aujourd'hui que des semences appelées homogènes et stables. Ça veut dire que dans le lot de semences, dans le sac de semences qu'on vous vend, tous les individus sont identiques. La première année, ils vont être absolument identiques. Alors, je ne vous dis pas la diversité qu'il y a là-dedans. Et stable. Alors, stable, ça ne veut pas dire qu'ils vont se reproduire à l'identique. Hein. Ça n'existe pas, des plantes qui se reproduisent à l'identique. Ça veut dire que chaque fois qu'on vous la vend, quelle que soit l'année, ça sera toujours les mêmes plantes qui vont pousser. C'est-à-dire c'est la stabilité à la fin du processus de multiplication du sélectionneur, c'est la stabilité au moment où on la vend. Mais nous, on cherche l'inverse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une année, je prends l'exemple de la sécheresse et de l'humidité, ou je peux prendre l'année du bas du champ ou du haut du champ, un champ en pente. Une année humide, c'est les plantes normaux qui seront les plus jolies, parce qu'elles n'auront pas eu trop d'eau. Et une année sèche, c'est les plantes d'en bas. Si je garde que les plantes les plus jolies, l'année humide, j'aurai pris celle d'en haut, si c'est une année sèche l'année après, je n'ai pas de chance. Et l'inverse. Donc j'ai besoin aussi de cette non-stabilité, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ce n'est pas du tout la même chose, et ça me permet d'avoir de la diversité. Alors comment on fait pour cultiver ces variétés qui sont homogènes et stables? On ne peut plus adapter la plante à son terroir. Elle ne s'adaptera pas au climat, elle ne s'adaptera pas à nos pratiques. Donc il faut faire l'inverse. Il faut adapter le climat et le terroir de la plante. Adapter le climat, ça s'appelle l'irrigation ou les serres couvertes. Et adapter le terroir, ça s'appelle des engrais chimiques. On rend les plantes malades. Derrière, il y a les pesticides chimiques toujours. Et c'est une course sans fin pour adapter à la plante élite le terroir et le climat. Il y a aussi la mécanisation qui homogénéise partout avec ses gros tracteurs les plantes. Et je voudrais souligner une chose parce que
tout à l'heure, tu as beaucoup insisté sur les questions du climat. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces semences industrielles, cette agriculture industrielle? L'engrais chimique, c'est du pétrole. Alors maintenant, on va prendre des plantes parce qu'on ne peut plus faire du pétrole. Le pétrole, c'est des plantes qui étaient sous terre. Bon, maintenant, on va faire des agrocarburants. Mais c'est de l'énergie avec un bilan énergétique totalement négatif. C'est-à-dire qu'il y a besoin de plus d'énergie pour fabriquer l'engrais chimique et tout le paquet technologique qui est nécessaire que ce que les plantes qu'on va cultiver sont capables de fixer. Les pesticides, ça vient de la pétrochimie. La mécanisation, ça vient, pareil, du pétrole. Et qu'est-ce qu'ils ont remplacé? Ils ont remplacé les petits paysans. Les petits paysans ont quitté les champs. Bon, alors peut-être que dans les années 50, il fallait des ouvriers dans les usines. Aujourd'hui, ces ouvriers, ça s'appelle des chômeurs. Donc, quelque part, l'énergie du paysan, on l'a supprimée, on l'a remplacée par cette énergie fossile et demain par des agrocarburants. Mais le chômeur d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement un paysan sans terre de deuxième ou troisième génération. C'est rien d'autre, qui ne demande qu'une chose, à utiliser, à mettre son énergie au service de notre nourriture et qui, lui, avec l'agroécologie, fera une nourriture saine et une nourriture qui ne pénalise pas l'environnement. Donc, ces enjeux qu'on a aujourd'hui, le nombre d'emplois paysans, l'abandon de ces énergies fossiles ou des agrocarburants, ça s'appelle l'agroécologie, mais ça nécessite l'essence paysanne. Merci. Bien, bah écoutez, merci Guy et autres. Alors, vous pouvez encore poser vos questions sur les petits papiers. Il y a déjà toute une première série de questions qui me parviennent. Juste avant qu'on commence le débat, vous allez voir un petit film, tout ce que vous voulez savoir sur l'agriculture intensive. Dès qu'on parle d'agriculture, on parle souvent d'agriculture productive, au juste prix ou intensive. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Intensive, qui atteint un fort rendement grâce à des efforts intenses ou à des moyens considérables. Moyens considérables. D'abord, il y a l'eau. Prenons ce champ de maïs, qui est une plante tropicale. Elle a donc besoin de chaleur et d'humidité pour se développer. En France, pour la chaleur, en été, ça va. Par contre, pour l'humidité, c'est autre chose. Alors on arrose. Parfois au point d'épuiser les nappes d'eau souterraines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, on est intensif en intrants chimiques. Les intrants, c'est tout ce que l'agriculteur doit acheter pour produire, comme les insecticides, les herbicides, bref, les pesticides. Malheureusement, en quantité trop importante, ces molécules chimiques déséquilibrent les écosystèmes. Et se retrouvent aussi dans les nappes phréatiques. Ce système de production coûte de plus en plus cher aux agriculteurs. D'abord parce que le gasoil augmente. Et ensuite, car la fabrication de ces produits nécessite du gaz et du pétrole, qui sont de plus en plus rares, donc de plus en plus chers. Au final, être intensif en énergie, c'est quand même être fragile dans le futur. Mais alors que faire ? Peut-on produire différemment ? Peut-on être intensif, mais autrement ? Reprenons notre champ. Tiens, en hiver il est nu. Pas très intensif ça. On pourrait cultiver de la moutarde ou autre chose. Et même associer plusieurs cultures à la fois. On augmenterait le rendement global de la parcelle, on serait donc plus intensif. Mais intensif en quoi ? Ah oui, en soleil, qui est gratuit et abondant, et que l'on capte via la photosynthèse. En plus, ces plantes permettent de réduire la pollution des nappes souterraines. D'ailleurs, quitte à cultiver quelque chose, autant mettre des légumineuses. C'est quoi les légumineuses ? C'est par exemple les pois ou les lentilles. Toutes les plantes ont besoin d'azote pour se développer. Seules les légumineuses peuvent capter l'azote présent dans l'air par leurs racines. En plus, quand on les récolte, elles laissent de l'azote dans le sol pour les cultures suivantes. Ainsi, on est intensif en engrais verts. La rotation des cultures, c'est une solution intéressante aussi. Quand chaque année, sur le même endroit, on cultive du maïs, les insectes qui s'en nourrissent se développent. Par contre, le nuisible du blé n'est pas le même que le nuisible du maïs, qui n'est pas le même que celui du pois. Changer chaque année la culture sur une parcelle, c'est empêcher les insectes de retrouver leur nourriture et leur habitat. On contrôle ainsi la population des insectes, et donc on réduit l'utilisation des insecticides.
On peut aussi planter des haies. Elles offrent un habitat aux prédateurs d'insectes, les oiseaux par exemple. À la clé, moins d'insecticides. La présence d'arbres, c'est aussi une solution pour conserver l'humidité des parcelles. Tout cela, c'est être intensif en biodiversité. Pour finir, toutes ces alternatives nécessitent plus de bras. En moyenne, on sait que l'agriculture biologique emploie un tiers de main-d'œuvre en plus. Mais au final, une agriculture intensive, ça veut tout et rien dire. Il faut juste savoir intensive en quoi? En eau, en intrants chimiques, en énergie fossile, ou alors en soleil, en biodiversité, en hommes et en savoir-faire. Très bien, mais écoutez, merci. Donc on va commencer le débat. Il m'est déjà arrivé toute une série de questions. On va commencer, j'essaie de les regrouper. Peut-être quelques premières questions. C'est peut-être pour toi Isabelle, mais par exemple, comment sont vus tes travaux par tes collègues de l'INRA et quelles sont les sources de financement potentielles pour le projet de recherche participative? C'est vrai que ça a mis beaucoup de temps on a mis beaucoup de temps à faire reconnaître et à pouvoir développer ces projets de recherche-là. On a passé les premières années à déposer des projets à l'ANR, auprès des financeurs et à avoir des échecs. Et puis le déclencheur, ça a été un petit peu la région de France avec ce projet qui favorisait les partenariats entre les instituts de recherche et puis la société civile avec les associations. Et donc ça nous a un petit peu lancé. Et puis maintenant, c'est quand même des recherches participatives. On commence à en parler un petit peu plus, c'est un petit peu plus reconnu. Alors c'est pas la voie principale, c'est pas les... Voilà, c'est pas le mainstream à l'INRA ni dans d'autres instituts, mais avec un peu de persévérance, ça fait sa place. Plutôt positive. J'ajouterais qu'effectivement l'INRA parle de plus en plus d'agroécologie et du coup que ces recherches servent largement de vitrine. On peut espérer que du coup ils vont finir par recruter d'autres gens pour faire la même chose, puisque le rapport des gens qui font ce genre de choses par rapport aux gens qui font de la biologie moléculaire, je ne sais pas si c'est de 1 à 100 ou de 1 à 1000, mais c'est plutôt de 1 à 1000. Plutôt, donc, j'imagine que c'est plutôt Pierre-Henri, mais des questions, un peu d'explication. La différence entre OGM et hybride, première question. Et deuxième question, puisqu'on parle des OGM, les OGM pourraient-ils être une source de diversité biologique agricole? Bien, alors, donc, ce qu'on appelle les hybrides en agriculture, c'est d'ailleurs que là qu'on emploie ce mot-là pour dire ça. Parce qu'en biologie, en général, les hybrides, ça désigne des croisements entre espèces différentes. Là, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on appelle hybride en agriculture, dans le cas des semences, c'est le fait dans une espèce de blé, par exemple le maïs, d'homogénéiser complètement des lignées totalement homogènes. Donc, ils vont se reproduire à l'identique de génération en génération parce qu'on les reproduit uniquement par autofécondation. Et ensuite, de vendre l'hybridation entre ces deux lignées. Alors, l'avantage au départ, ça a été que on avait éliminé dans le processus de consanguinité, puisqu'on fait l'autofécondation à fond, on fait beaucoup de consanguinité, et du coup on élimine tout plein de gènes qui sont un peu défavorables. Et le résultat, en plus, c'est que donc ces deux lignées, comme elles font toujours la même chose, l'hybride il va toujours être pareil, donc il y a cette fameuse stabilité dont parlait Guy Castet tout à l'heure. Alors, qui est un avantage ou un inconvénient, je ne reviens pas sur son exposé. L'avantage, si vous homogénéisez complètement votre champ, c'est que vous saurez combien vous allez produire en gros. Et puis si vous utilisez des trucs mécaniques pas très doués, ça fait des épis toujours à une hauteur, c'est plus facile à couper, etc. L'inconvénient, justement, c'est l'homogénéité. Et l'autre inconvénient de l'hybride, c'est que si vous le ressemez, comme il est issu d'un croisement entre deux trucs qui ne sont pas très bons et qui sont homogènes, et bien quand vous le ressemez, vous allez en fabriquer
un mélange de semences qui vont être toutes différentes les unes des autres, mais qui vont en moyenne être beaucoup moins bonnes que l'hybride lui-même. Donc, vous n'avez pas intérêt à resemer votre hybride, en tout cas, pas tout. Si vous le resemez, vous pouvez le resemer pour faire un programme de sélection ultérieure, mais sur le coup, ça ne va pas donner un bon résultat. Donc, on peut dire que les hybrides, c'était la première manière qu'ont eu les semenciers d'obliger les agriculteurs à racheter leurs semences tous les ans. Donc, ils n'avaient pas besoin d'une loi pour ça, puisque le résultat n'était pas très bon si les agriculteurs resemaient. Les OGM, ça n'a rien à voir, c'est une plante dans laquelle on a introduit artificiellement. Un OGM, il faut bien voir que ça veut dire organisme génétiquement manipulé. Alors, on a dit non, manipuler, c'est pas sympa, il faut dire modifier, mais. Et après, on a dit, ah bah, modifier, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, revenons à manipuler. Les manipulations génétiques, on sait ce que c'est le fait de dupliquer de l'ADN et de partir d'une bactérie dans une plante. Alors là, un OGM, si vous le recevez, si jamais c'est ligné et que c'est pas un hybride, vous aurez un résultat tout à fait comparable à la plante de départ. Sauf que vous n'avez pas le droit de le ressemer parce que l'introduction du gène dedans, elle est brevetée. Et qu'on n'a pas le droit d'acheter une plante avec un gène breveté. Donc, dans les deux cas, si vous pouvez ressemer vos semences, dans le premier cas, c'est parce que biologiquement ça ne marchera pas bien. Dans le deuxième cas, c'est parce que juridiquement vous n'avez pas le droit. Voilà. Alors la deuxième question. Est-ce que c'est une source de diversité? Ah oui, est-ce que je est une source de diversité? Alors ça, c'est un truc extraordinaire parce que, vous voyez, bien sûr, au fond, quand je prends un gène de bactérie qui tombe dans une plante, ça fait un gène de plus dans les plantes. Donc c'est bien un gène. Un gène par rapport à sur, je ne sais pas combien, on a une estimation du nombre de milliards de plantes de maïs qui sont semées chaque année dans le monde. Enfin, ça va, c'est des milliards. Avec des taux de mutation tout à fait raisonnables, naturels, ça fait que des nouveaux gènes qui apparaissent par mutation dans les maïs, il y en a des centaines par an. Et donc, quand vous faites une manipulation génétique, ben, vous en mettez un de plus. Vous voyez, il y a... C'est bon. Alors, vous en mettez même partout. Enfin, même dans toutes les variétés pratiquement. Comme le fait remarquer Isabelle. Donc, le fait d'ajouter un gène nouveau, bah, ça serait une goutte d'eau dans la mare en termes de diversité. Si jamais du coup vous vendez cette variété-là sur des millions d'hectares, alors là du coup vous détruisez la diversité. Hein, c'est qu'à voir ce qui s'est passé au Venezuela, en Argentine surtout. Hein. Excusez-moi, j'ai dit Venezuela, c'est surtout l'Argentine, où on a enlevé toutes les cultures traditionnelles et on a mis le même soja transgénique Monsanto sur des millions d'hectares. Voilà, évidemment, le fait d'avoir mis un gène nouveau là-dedans, ça ne compense pas tout ce qu'on a foutu en l'air pour mettre cette plante transgénique à cet endroit-là. Donc, globalement, les OGM ne contribuent pas à la biodiversité. Et surtout, moi, contre quoi je voudrais vous mettre en garde là-dessus, c'est contre une idée que notre capacité technique serait comparable à celle de la nature. Une des phrases remarquables de Darwin dans l'origine des espèces, c'est qu'il dit que la puissance de la sélection naturelle vient du fait que, à chaque instant, en chaque point du monde, la sélection naturelle est constamment en train de conserver les variations génétiques qui donnent un avantage et d'éliminer celles qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est tous les jours, dans toutes les espèces du monde, sur le monde entier. Ça donne une puissance à ce processus qui est incroyable. Qu'on croit que nous, avec notre capacité de bricolage ridicule, en allant chercher un gène dans une bactérie, en le mettant dans une plante, on fasse quelque chose de comparable à cet immense travail d'échantillonnage qui se passe dans la nature pour les plantes sauvages et dans les champs pour les plantes cultivées, c'est ne pas avoir la moindre idée de l'échelle à laquelle se produisent ces processus. Ce qui est puissant dans la sélection participative, dans le travail des paysans, des semences paysannes, c'est justement le très grand nombre de plantes sur lesquelles ils travaillent, et plus il y aura de plantes, plus ces systèmes seront efficaces. Elisabeth. Juste pour compléter, plus il y aura de plantes, et donc il faut aussi beaucoup de paysans, sélectionneurs et gestionnaires de diversité pour les observer et détecter les variants intéressants. Voilà. Devenez paysans, rejoignez les semences paysannes pour rendre un service aux générations futures. Alors ça rejoint tes propos, on va demander ça à Guy. Il y a la question donc, vient nos jardins en particulier, donc peut-on préserver et restaurer la biodiversité? Tu avais un petit peu évoqué ça tout à l'heure. Et je pense que cette question t'est peut-être un peu destinée aussi. Que faire pour changer d'avis, mon maire et l'agriculteur de mon village? Oui, alors, tout
On a l'impression que d'être paysan, c'est réservé à quelqu'un qui va s'inscrire sur un registre, donner de l'argent au crédit agricole, avoir un gros tracteur. Oui, moi j'appelle ça un exploitant agricole. Beaucoup d'exploitants agricoles ne quittent plus leur bureau et commandent des petits groupes de paysans sur Internet qui, eux, n'ont plus de terre en Roumanie pour venir travailler leur terre après avoir commandé un paquet de semences ou un paquet d'engrais un peu plus loin. C'est ça les exploitants agricoles. Toute personne qui travaille la terre pour faire pousser des plantes est un paysan, point à la ligne. Et quand on parle de paysans, souvent je dis paysans et jardiniers, mais et toute personne qui fait pousser une plante peut très bien reproduire ses semences, peut très bien participer à cette création de biodiversité. Et même, je dirais de manière très claire, un exploitant agricole qui ne descend pas de son tracteur, il y en a de plus en plus, ne pourra jamais sélectionner ses plantes, ne pourra jamais faire ses semences, parce que pour sélectionner ces plantes, bon, certes, il y en a qui les regardent dans un microscope ou avec des réactifs chimiques pour savoir s'il y a des gènes ou s'il n'y en a pas. Moi, j'ai jamais vu un gène de ma vie, et ça ne m'empêche pas de sélectionner des plantes. Il faut se promener le matin tôt quand la rosée vient pour voir, écouter s'il y a des oiseaux ou s'il y a des insectes. Si telle plante, elle va prendre plus de rosée, telle plante, elle va prendre en moins. La forme qu'elle prend quand le vent commence à démarrer, c'est ça le savoir paysan. C'est regarder ce qui se passe, sentir. On a un nez, on a des oreilles, on a des mains pour les mettre dans la terre, voir comment elle est. Et c'est comme ça qu'on sélectionne les plantes. Ben, un jardinier, alors je ne parle pas de ceux qui achètent des herbants pour le mettre dans les allées du jardin. Pour moi, ça, c'est des exploitants du jardin. Agricole, ils sont exploitants du jardin. Je parle du jardinier, il a beaucoup plus la faculté d'être en contact avec les plantes. Les jardiniers disent on parle à nos plantes. Ben, un jardinier qui parle à ses plantes et qui sait les écouter, les sélectionnera beaucoup mieux qu'un exploitant agricole. Donc, vous avez largement votre place dans ce travail et vous pourrez échanger vos semences avec nous. Alors, que faire pour faire changer la vie mon maire et l'agriculteur de mon village? Moi, j'ai occupé 2 fois la mairie de mon village avec mon troupeau et beaucoup de paysans et de gens de la ville qui sont venus me soutenir parce que, ben, ma foi, je vis dans un pays où le chasseur qui vient de la ville et qui a beaucoup d'argent veut s'emparer du territoire et ne pas le laisser au berger. Un peu avant les élections, c'est assez efficace comme méthode. La solidarité, seule, on ne fait pas grand-chose. Et je crois qu'il y a une valeur très importante qui est en train de disparaître du monde des exploitants agricoles français, c'est la solidarité. Alors que du monde paysan, cette solidarité ne disparaît pas. Et cette solidarité, je crois qu'elle est en train de revenir grâce à la participation de la société civile. Toutes les mobilisations que nous avons faites sur les semences, on peut aller depuis les faucheurs volontaires contre les OGM jusque aux pétitions, aux manifestations qu'on fait pour faire changer les lois, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas agriculteurs qui participent à cela. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, oui, il y a beaucoup de paysans convaincus, il y en a de plus en plus, qui acceptent, en tout cas les premières années, de perdre de l'argent en abandonnant l'agriculture chimique pour faire de l'agriculture paysanne ou de l'agriculture biologique. J'ai utilisé le mot agroécologie, des moments j'en ai peur de ce mot-là, parce que l'INRA est en train de le définir comme une agriculture biologique avec un petit peu d'OGM et un petit peu de produits chimiques. Donc moi, mes mots, c'est agriculture paysanne et biologique, mais choisissez les vôtres. Alors ces paysans, si vous les soutenez, ben, ils gagneront mieux leur vie que leurs collègues. Parce que moi, la population de mon village m'a soutenu. Je n'ai presque pas emprunté au crédit agricole. Aujourd'hui, à faire mes PV, je vis beaucoup mieux que ceux qui ont fait de l'agriculture chimique dans mon village et qui aujourd'hui, beaucoup ont dû partir parce qu'ils n'ont pas pu rembourser le crédit agricole.
Et ça, j'ai pu le faire parce que les consommateurs locaux m'ont accompagné. Je n'avais pas le droit de faire ce que je faisais. Bon, là, c'était sur les fromages, mais c'était aussi sur les semences. Les consommateurs sont venus chez moi acheter mes produits et j'ai pu vivre comme ça. Vous connaissez les AMAP ici, hein, ces associations de maintien de l'agriculture paysanne. Vous donnez de l'argent en début d'année à un paysan, il vous donne un panier chaque année. Ça, c'est extrêmement important. Mais ça ne suffit pas. Enfin, vous donnez de l'argent chaque année et il vous donne un panier chaque semaine. Je nous rassure. Je voudrais dire 2 mots de la politique agricole. Nicolas en a parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur la PAC et je pense que Marc en reparlera. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette histoire entre l'énergie fossile, les produits chimiques et l'emploi. L'emploi du paysan et les paysans sans terre qui sont des chômeurs. Lorsque j'achète un tracteur, je reçois en moyenne 50 à 80% de subventions et des prêts bonifiés. Lorsque j'achète de l'engrais chimique, je le facture à mes enfants. Ça vient du pétrole, c'est eux qui subiront le réchauffement climatique. Je vous le facture à vous parce que c'est vous qui payez la dépollution de l'eau et c'est pareil avec les pesticides. Donc c'est totalement subventionné. Donc on est sur une agriculture totalement subventionnée. Si je veux employer un ouvrier agricole et respecter la loi, parce que malheureusement il y en a beaucoup qui ne respectent pas la loi, si je donne 1 euro à un ouvrier agricole, je donne 1 euro de taxe sociale. Et je dis bien taxe sociale. J'ai fait partie de la génération de ceux qui ont défendu les acquis sociaux. Oui, le droit à la santé, le droit à la retraite. Mais est-ce qu'on doit faire payer le droit à la santé et le droit à la retraite uniquement au travail, alors qu'on subventionne l'énergie fossile et la pollution environnementale et le dérèglement climatique? Non, le droit à la santé est un droit universel, le droit à la retraite est un droit universel, c'est à l'impôt de le payer, notamment à ceux qui ont mis de l'argent en Suisse ou ailleurs. Je suis suisse, donc je peux le dire. Donc moi je crois que là il y a vraiment un problème politique de fond dans notre société. On a développé une société industrielle, et ça ne concerne pas que l'agriculture, en faisant payer ce que doit payer l'impôt, ce que devraient payer les bénéfices spéculatifs, les bénéfices industriels, etc., c'est-à-dire le droit de vivre, hein, que tout le monde devrait payer uniquement au travail et en subventionnant cette énergie fossile et qui demain sera des agrocarburants, c'est encore beaucoup plus grave. Parce qu'au lieu de produire de la nourriture, on va nous faire produire de la biomasse et on va prendre la biomasse des forêts pour continuer ce cycle infernal de production. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les semences, je vous ai parlé de ces variétés homogènes et stables. Aujourd'hui, on m'interdit d'échanger des semences avec mon voisin si je ne fais pas des variétés homogènes et stables. Et moi, je fais l'inverse. Donc là, il y a un problème. On m'interdit de ressemer une partie de ma récolte. L'an dernier, il y a 2 ans, fin 2011, il y a une loi qui a été votée, sur la loi sur les certificats d'obtention végétale, qui interdit de reproduire sa récolte pour la majorité des espèces, si on utilise les variétés du commerce, ou qui nous oblige à payer des royalties aux semenciers. Elle n'est pas nouvelle, cette loi. Depuis 1970, c'est interdit de faire ces semences. Et nous continuons à les faire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on ressème notre récolte, c'est des plantes nouvelles qui apparaissent. Donc le semencier qui a décrit sa variété sur des caractères homogènes et stables, il a beaucoup de difficultés à dire c'est ma variété, c'est pas celle de mon concurrent, surtout que nous on n'est pas cons, on mélange un peu les variétés, comme ça ils ont plus de difficultés pour venir les reconnaître. Et ça leur coûterait beaucoup plus cher de venir amener la preuve qu'on a reproduit leur variété. Mais dans cette loi, il y a quelque chose que personne n'a vu. On a dit c'est pour se défendre contre le brevet. Et je vais vous parler du brevet qui est encore plus dangereux. Parce que le brevet, lui, c'est beaucoup plus simple. Le brevet il est déposé sur le gène. Le gène, avec un petit réactif, en un quart d'heure, le semencier sait si sa propriété, si son gène, non seulement il est dans mon champ, dans ma récolte, dans l'étalage du supermarché et dans votre assiette. Et là, il peut imposer de payer, il peut interdire de reproduire sa récolte. Et dans la loi sur les certificats d'obtention végétale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un article que personne n'a vu. Tous les agriculteurs qui produisent des semences destinées à être plantées ou replantées, c'est-à-dire nous,
pas ceux qui font des semences pour l'industrie, vont devoir se déclarer, s'enregistrer. Ben, les semenciers, les journalistes, des paysans qui font des semences de ferme, ils iront leur demander des sous. Et ça sert à nous d'amener la preuve que c'est pas leur variété, et là, on sera complètement bouclé. Donc, discuter avec les paysans pour les faire changer d'avis, oui. Acheter leur nourriture et refuser celle qui n'est pas saine, oui. Mais aidez-nous à changer la politique agricole. Merci. C'est bien, du coup, tu as répondu, y compris les questions que je ne t'avais pas posées. C'est très bien. Nicolas, donc cette question t'est destinée. Sens-tu un intérêt croissant pour ces questions des journalistes et des politiques? Et ton opinion sur quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que nos politiques intègrent un peu ces questions de semences et de biodiversité? La réponse va être assez courte. Hein. Non. Le contexte économique a donné une bonne occasion de mettre de côté ces sujets-là. La conversion n'est pas là en profondeur dans aucun camp politique. Hein. Et je dirais même dans l'espace médiatique non plus, ce sont des sujets qui ne passionnent pas, qui parlent de politique agricole commune actuellement, personne. Les sujets qu'on vient d'évoquer, qu'on vient d'entendre, c'est des vrais sujets de société. En réalité, ça ne tourne en rond que dans les communautés d'initiés, ou en tout cas des gens comme vous qui font l'effort, enfin, vous voyez, pour représenter la population parisienne là, ce soir. Donc non, voilà, la réponse elle est non. On dépense, nous les ONG, énormément d'énergie, non pas fossile, mais pour éviter des régressions. Mais sur tous ces sujets, on va de reddition en reddition, enfin voilà. Alors, je ne veux pas faire un tableau noir, nous on est programmés pour se battre, pour être dans la proposition, pour essayer d'infléchir les politiques. Mais voilà, je vois bien que le rendez-vous, notamment de la politique agricole commune, qui est un moment important, qui pourrait encore une fois redéfinir les fins et les moyens, je crains qu'on soit très déçus, mais c'est pour ça qu'on agit. Et déjà, on voit bien que entre ce qui avait été proposé par la Commission, ce qui a été voté par le Parlement, ce qui va être retenu par le trilogue, il y a de la perte en ligne à chaque fois. Dans tous les sujets dont on parle en ce moment, sur les sujets climatiques, les sujets biotiques, on parle de biodiversité, mais c'est un mot qui appartient même plus au vocabulaire français. Enfin, il y a une forme d'ailleurs de fatalisme sur ces sujets-là. Moi j'entends dans des sénats nous dire oh, écoutez, c'est pas très grave, il y a d'autres priorités, il y a d'autres urgences. Oui, j'entends bien, mais les choses ne se comparent pas, elles s'ajoutent. Voilà. Donc, et en plus ça fait partie d'un tout. Non, la période n'est pas favorable à la prise en compte de ces sujets-là. D'abord parce qu'on fait des approches par silo, c'est-à-dire qu'on considère que l'écologie, voilà, c'est un sujet parmi d'autres, alors qu'en réalité, l'enjeu écologique combine toutes les vulnérabilités. Et donc pour nous, ce n'est pas un sujet optionnel, c'est un sujet conditionnel. Mais voilà, faire entendre ça aujourd'hui. Alors je comprends de la part des citoyens, hein. Je suis très indulgent vis-à-vis des citoyens, parce que quand on est en difficulté matérielle ou en difficulté existentielle, on n'a pas forcément de disponibilité pour prendre en compte ces sujets-là. On est confronté à des sujets très réels et immédiats. Mais de la part des politiques qui sont censés quand même avoir une vision, et sur des sujets quand même, la science a dit son fait sur ces sujets-là. La vérité est là. Tant que le diagnostic n'est pas posé, je peux comprendre que l'on hésite. Mais le fait scientifique sur la biodiversité, sur le changement climatique, il est posé. Et la réaction de nos sociétés est totalement disproportionnée par rapport à l'avancée des phénomènes. Bon voilà, je ne vais pas en rajouter. Pour autant, raison de plus justement pour se mobiliser. Merci. Donc toute une série de questions. Alors elles sont, vous verrez, très souvent Monsanto est cité. Hein. Donc la première, ça a peut-être déjà été dit, mais je crois que c'est comment Monsanto, enfin il n'y a pas Monsanto, a réussi à breveter le vivant. C'est-à-dire comment, je pense juridiquement, on est parvenu à de plus en plus au brevet. Je mets tout de suite après, ça c'est très gentil, pourquoi ne pas développer des bactéries qui attaqueraient les plants de Monsanto. Ensuite, quelqu'un qui dit les agriculteurs payent une taxe pour l'utilisation des infirmières. Est-ce que les semenciers, je pense à Monsanto, ne pourraient-ils pas rétribuer les paysans pour leur travail de sélection fait depuis le néolithique? Et puis, j'ai
une dernière question qui est comment coordonner l'action contre Monsanto donc au niveau mondial. Je ne sais pas qui d'entre vous veut répondre. On peut tous répondre, hein, mais sur l'histoire du brevet, c'est un problème intéressant. Il y a un vieux livre qui a bien décrit ça, il est écrit par Jeremy Rick, qui s'appelle Le siècle biotech. Il a bien montré comment les offices de brevet, aussi bien américains qu'européens, ont commencé par refuser de breveter les gènes et ont progressivement cédé d'une façon de plus en plus répugnante à la façon dont les lobbies ont attaqué. Parce qu'au début, ils ont un peu joué sur les mots. Ils ont dit, bon, on n'a pas le droit de breveter une découverte, puisque les découvertes, c'est des choses qu'on trouve dans la nature, elles étaient là avant nous, on a le droit de breveter une invention. Alors les juristes chez Monsanto et compagnie ont dit, qu'à cela ne tienne, on a découvert un gène, on ne le brevette pas, mais ce qu'on invente, c'est le fait de s'en servir pour le mettre dans une plante. Et donc ça, c'est une invention, et les officiers de brevet, au bout d'un moment, ont accepté. Et puis même ça, maintenant, ça a cédé. Et puis je vous dis maintenant, quand on en est carrément à breveter un caractère comme l'amertume du goût, vous voyez un petit peu comment est-ce que quelqu'un peut prétendre breveter un goût amer. Donc les offices des brevets sont devenus des valets absolus de ces entreprises. Et donc, alors comment ils ont réussi? Je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais je pense qu'il y a un seul élément en fait. Ils ont arrosé une quantité absolument effroyable de dollars tous les gouvernements du monde. La Maison Blanche a depuis des dizaines d'années implantant Monsanto en permanence dans les conseillers scientifiques, et aux 2 dernières élections américaines, j'avais regardé et vous trouviez le représentant de Monsanto chez chacun des 2 candidats. Pas le même. Et voilà, quand Lula est arrivé au pouvoir au Brésil, il avait commencé par dire qu'il ne voulait pas toucher, mais Monsanto a simplement augmenté la mise jusqu'à ce qu'ils disent que d'accord, c'est tout, c'est pas compliqué. Donc voilà 2 cas qui sont assez bien. Il y a des cas plus compliqués comme l'Inde où il semblerait que Monsanto ait fait partie d'un package d'éléments de négociation liés à la guerre contre l'Afghanistan. Et au fait que le Pakistan demandait en échange du fait qu'il laissait ses bases à l'armée américaine de pouvoir récupérer le Cachemire. Donc vous voyez le niveau de négociation auquel on arrive. Les Américains disent bon d'accord, on vous laisse le Cachemire, vous acceptez notre GM. Pas seulement, mais voilà, on en est là, et je vous signale, puisque ça n'a pas encore été évoqué, qu'il y a un marché commun transatlantique en préparation, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc l'Europe va tout simplement s'associer avec l'Amérique du Nord pour faire un vaste marché commun, et là je vous garantis qu'on va balayer. Toutes nos oppositions seront absolument jetées, parce que évidemment on alignera le droit sur le droit américain, et qu'on ne pourra absolument plus empêcher les OGM d'envoyer nos pays. Alors puisque j'en profite pour vous dire un petit truc de plus. Je pense que ça arrivera, c'est-à-dire que les OGM seront autorisés en Europe sous la pression des USA et d'autres pays. Ça arrivera si ça arrive trop vite, on n'arrivera pas à l'empêcher. Mais chaque année où on retarde le processus est une victoire, et c'est une victoire double. D'une part, c'est une victoire parce qu'on a empêché le processus pendant un an, et d'autre part, c'est une victoire parce que ça commence à merder gravement aux USA, les OGM. Vous savez, prendre des bactéries contre les plantes Monsanto, moi je trouve que ce ne serait pas une bonne idée. Si vous allez faire du tourisme en Amérique, renseignez-vous où est-ce qu'il y a des plantes qui résistent au Roundup, récoltez-en quelques graines, et ramenez-les un peu partout où vous voudrez, où les OGM sont cultivés, ça sera largement aussi efficace. Deux questions aussi il y a donc la question de comment évaluer l'impact du système de production sur la biodiversité, mais une question aussi sur les systèmes de production bio. La bio peut aussi être intensive et ne peut-être pas contribuer elle aussi à la perte de biodiversité. Oui, non, c'est un peu l'évaluation, donc l'impact des systèmes de production sur la biodiversité, et la question aussi c'est comme la bio peut être aussi intensive, ne peut-elle pas aussi contribuer à la perte de biodiversité? Bon, mais... Qui d'entre vous? Ouais, vas-y. Ouais. Je vais juste répondre un petit peu à la première question. Donc en fait, c'est
c'est intéressant, il y a, dans le cadre de la préoccupation pour stopper l'érosion de la biodiversité, comme Pierre-Henri l'a dit, donc il y a une nécessité de développer des indicateurs pour pouvoir estimer l'état de la biodiversité et si on arrive à la stabiliser. Et donc on a beaucoup avancé sur tous les indicateurs pour la biodiversité sauvage. Et il y avait une demande, une nécessité de développer aussi des indicateurs pour la biodiversité cultivée. Et depuis le temps que ça a été mis en place, cette réflexion, on ne s'est toujours pas mis d'accord sur des indicateurs pour la biodiversité cultivée. Ce qui a été proposé au départ, c'était le nombre de variétés inscrites au catalogue et donc cultivées. Et donc c'était parti pour être ça l'indicateur. Et donc nous, on a fait un travail avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Christophe Bonneuil, qui est historien des sciences, pour développer un indicateur beaucoup plus intégratif qui prenait en compte la répartition des variétés dans les paysages, leur ressemblance génétique, la diversité à l'intérieur des champs. Et on a appliqué, on a cherché dans les archives tout ce qui avait été cultivé depuis 1912, donc on a fait ça sur le blé. Et on a montré que cet indicateur-là, il était exactement corrélé en sens inverse avec le nombre de variétés qui augmentait, enfin, je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Enfin, le nombre des variétés explose à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, alors que cet indicateur, il diminue complètement. Et depuis, c'est le statu quo parce qu'on n'arrive pas à faire accepter cet indicateur parce que il a été montré que sur le blé, il est limité, il faudrait généraliser, il faudrait voir si vraiment il est vraiment bien. Mais quand même, on a réussi un petit peu à convaincre que le nombre de variétés cultivées, c'était peut-être pas la panacée, mais là-dessus, il y a aussi toute une controverse, un oubli, on s'est confrontés, où on amenait des éléments scientifiques, et donc c'est comme sur les autres thématiques, il y a un espèce de lobbying pour faire monter une controverse sur le fait que la sélection moderne, les pratiques agricoles modernes ne réduisent pas la diversité cultivée, mais au contraire l'augmentent. Juste peut-être, Isabelle, avant que Guy réponde sur l'histoire du bio, il y a une question très ponctuelle. Existait des projets de sélection participative pour les légumineuses, pois et févrole? Il existe un pois à l'air, Est-ce qu'il existe des projets de sélection participative? c'est un point musée. Comment? C'est un point musée en fourragère. En fourragère. Fourragère, c'est un point musée dans le programme. Oui. En pois, pas de sélection participative, mais de la sélection paysanne. En fait, la sélection participative, c'est quand des chercheurs acceptent de quitter leur laboratoire pour venir avec nous sentir l'odeur des champs et écouter les oiseaux et regarder les plantes. Mais les paysans préfèrent avoir des chercheurs pour faire ça avec eux. Mais quand il n'y a pas de chercheurs, on le fait quand même, on fait pas tous. On le fait mieux avec les chercheurs. Oui, la question de la bio et de l'intensif. Alors oui, la bio peut être aussi catastrophique. La bio actuelle, telle qu'elle est réglementée par l'Union européenne ou même au niveau mondial, peut être aussi catastrophique, pas que pour la biodiversité, aussi pour l'emploi, aussi pour tout un tas de choses que l'agriculture dite intensive. Pourquoi ? Les principes de base de l'agriculture biologique qui ont été écrits par l'Association internationale de l'agriculture biologique qui s'appelle IFOAM reposent certes sur un certain nombre de techniques agricoles qui nous permettent de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Mais nous avons aussi des principes de base qui prennent en compte la femme et l'homme qui cultivent, les communautés humaines et les savoirs traditionnels des paysans et des paysannes qui cultivent, et l'organisation sociale autour de l'agriculture, donc l'emploi, et nous avons des principes de base qui respectent le territoire et l'environnement. Oui, on peut défricher la forêt amazonienne, faire une catastrophe environnementale pour faire du quinoa bio qu'on ira vendre aux gens riches d'Europe. Oui, on peut faire des serres, et pas que au sud de l'Espagne ou au Maroc, mais aussi en France, des serres bio très intensives en intrants,
Alors ils sont bio. Quand vous mettez du tourteau de tournesol, c'est-à-dire une espèce de poudre grise, sous un plastique et que vous arrosez, c'est bio. Et vous mettez ça en plus dans une serre tunnel. Mettez le nez dedans, ça sent plus mauvais qu'un marécage. C'est une catastrophe pour la santé de la plante. C'est bio. Vous pouvez être très intensif en exploitation de l'homme ou de la femme. Les Roumaines et les Italiennes ou les Polonaises qui vont ramasser les fraises bio en Espagne, mais aussi chez nous, les légumes, notamment dans le Vaucluse, ils ont beau être bio, on est très intensif en exploitation de l'homme pour l'homme. Si vous vendez dans la grande distribution, on vous donne une petite cagette comme ça, et on vous dit là-dedans, il faut 6 tomates. Il faut qu'elles soient toutes les mêmes, il n'en faut pas 7, il n'en faut pas 5. Vous êtes obligé d'utiliser des hybrides F1, ce dont tu as parlé tout à l'heure. Je crois que c'est toi qui as envie d'expliquer ce que. Mais l'hybride F1, c'est un cul-de-sac en termes de biodiversité, comme on le disait tout à l'heure. Si vous faites vous-même vos semences, ben vous aurez des tomates qui changent. Mais quand vous les vendez sur le marché, le consommateur est ravi d'avoir des petites tomates, des grosses, elles n'ont pas le même goût d'une semaine sur l'autre. La grande distribution vous interdit ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps. Il est temps qu'on arrête de parler que d'agriculture biologique parce qu'elle a été réglementée uniquement dans le centre technique. Nous parlions hier d'agroécologie pour nous différencier, remettre l'humain, remettre le territoire. J'ai peur que demain, dans l'agroécologie de l'INRA, il n'y ait que des techniques. Et voire un peu d'OGM, alors pas l'INRA d'Isabelle, je parle de la direction, je ne parle pas des laboratoires. Moi, aujourd'hui, je parle d'agriculture bio et paysanne. Paysanne, ça veut dire pas du tout intensif en intrants, très intensif en emploi, et on produit plus à l'hectare. Ne nous faites pas dire qu'en production, on n'est pas intensif. Sachez que sur les 3 millions d'hectares de maïs qui ne servent en France qu'à nourrir les animaux, qui nécessitent le double d'hectares en Amérique du Sud pour produire le soja, pour complémenter la ration alimentaire de ces animaux. Vous les cultivez en jardin avec 3 millions ou 4 millions de paysans, vous nourrissez la population française. On est beaucoup plus intensif en production à l'hectare quand on fait des cultures associées, des cultures jardinées, on peut jardiner même le blé, et on produit beaucoup. Donc la question c'est ou bien on est intensif en énergie fossile, en pollution, en exploitation de l'homme et de la femme par l'homme, ou bien on est intensif en emploi, en respect de l'environnement, en savoir-faire et intensif avec la vie des plantes et des animaux. Bien, merci. L'heure passe. On va devoir, je pense, conclure. Il y a quelques petites questions là, qui ont échappé au débat. Donc, pour terminer, moi je ne vais pas conclure sur la question. Ce que je retiens quand même, ça a été clairement dit, c'est que la biodiversité est une dynamique. Ça ne se met pas au frigo. Que les agriculteurs ne sont pas nécessairement destructeurs de biodiversité, mais au contraire peuvent maintenir, gérer, accroître la biodiversité domestique. Cultivée. On a peut-être peu parlé en conséquence de la biodiversité sauvage, sur les problèmes de biodiversité liés à l'emploi des... Oui, c'est les semences quand même. Oui, c'est les semences. Mais les conséquences que ça a sur la biodiversité sauvage, puisqu'il y a des interactions entre le choix des variétés, les paquets technologiques chimisés par les Guy et éventuellement la surmortalité des abeilles, l'entomophone pollinisatrice, la crainte pour les pommiers, les poiriers, etc. Mais c'est juste pour dire qu'il faudra encore poursuivre des débats sur l'ensemble de ces choses-là. Juste avant qu'on se quitte, vous rappelez que vous pouvez signer la pétition de I Feel Good. On rejoint un grand nombre de signatures si vraiment vous souhaitez qu'il y ait justement une politique agricole commune qui favorise ces modèles d'agriculture paysanne pour une politique agricole commune, plus écologique, paysanne juste et solidaire. Et je pense, écoutez, qu'on peut remercier Nicolas, Isabelle,